Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le format dédié à l'entrepreneuriat du podcast Chef, l'endroit où je vous propose de découvrir l'histoire de celles et ceux qui entreprennent dans la food. Bienvenue dans Chef d'entreprise. Vous mangez des burgers ? Enfin, je parie là-dessus pour disons 98% d'entre vous, car le burger fait partie de notre quotidien. Ouais, faut savoir qu'en France, on en mange 1,2 milliard par an. Chaque seconde, là, il y a 40 burgers qui sont mangés sur l'Hexagone. Je fais pas exception, j'en mange régulièrement, des travaillés, des plus industriels, car comme mon invité, j'ai un souvenir d'enfance lié au McDo. J'ai grandi à Aurillac, et quand dans les années 90, le McDo est arrivé, la ville entière n'a parlé que de ça pendant un mois. Vous voyez le drive là où on fait la queue en voiture pour récupérer sa commande ? Eh ben il y a eu la queue, chaque jour, pendant un trimestre. Bref, on a tous un goût, une préférence, un souvenir avec le burger, et notre invité, lui, il a connu aussi l'implantation du McDo chez lui, mais c'était à Mazamet, et en grandissant, comme moi, il a continué à en consommer, jusqu'à ce qu'un jour, lui, il se dise avec un camarade, et pourquoi on n'en ferait pas ? Louis Frac, encore étudiant, s'est dit avec son camarade donc Anthony Darré, pourquoi on ferait pas des burgers ? Mais bon, c'est-à-dire bon pour ceux qui les mangent, et bon pour la planète. Pourquoi on ferait pas des burgers bio ? On se parle de ça, c'était il y a à peu près 15 ans. La bio n'était pas ce qu'elle était, et eux, ils étaient encore à l'école. Et pourtant, ils se sont lancés. Vous allez donc entendre l'histoire de Louis Frac et de l'entreprise qu'il a cofondée avec Anthony, BioBurger. Ils ont voulu prouver qu'on pouvait retourner l'image de la malbouffe en conservant le plaisir. Et ça marche plutôt pas mal, car des premiers tests de sauce dans la cuisine du studio de Louis, on en est arrivé à 24 restaurants dans toute la France, et c'est pas fini, car le pionnier de la restauration rapide 100% bio compte bien peser dans le game, et ils ont bien des raisons d'y croire. Alors je vous propose de découvrir cette histoire de potes qui ont très vite su quel rôle chacun devait prendre, qui ont profité de leurs études pour tester, questionner le concept, qui ont fait de leur stage des laboratoires et de leurs copains de promo leurs premiers collègues. C'est aussi l'histoire d'un pari fou, tout simplement celui de repenser tout un process pour le rendre vertueux sans faire une concession. Vous écoutez le podcast Chef, vous écoutez Chef d'entreprise, et voici l'histoire de Louis Frac, voici l'histoire de BioBurger. Je suis né à Castres, à côté de Mazamet. Donc c'est une ville dans le Tarn, donc à côté de Castres. Petite ville de 10 000 habitants. J'ai grandi là-bas, donc jusqu'à 18 ans. Mes parents étaient nés à Paris, ils sont installés là-bas parce qu'on avait des attaches justement liées à l'époque textile et de délainage. Donc j'ai une maison de vacances encore là-bas. Et donc j'ai grandi là-bas. Et à 18 ans, je suis parti à Paris pour faire une école de commerce post-bac qui s'appelle l'EDC. En gros, à l'époque, quand j'étais au lycée, j'étais en S, donc j'étais plutôt profil un peu scientifique, moins que mes frères qui étaient partis dans des écoles d'ingénieurs. Voilà, et je savais pas trop ce que je voulais faire en fait. Mais je savais que je voulais peut-être entreprendre un jour. Qu'est-ce qui te faisait dire ça ? Qu'est-ce qui te faisait penser à l'époque où justement c'est pas trop vers où on va, que ça, il y a peut-être une petite fibre ? En fait, je me rappelle de ce souvenir où je regardais l'émission Capital sur M6, qui est pas forcément, qui est culte, pardon, qui est culte, qui est culte, clairement. Et je me suis dit à 16 ans qu'un jour j'aimerais bien entreprendre dans l'écologie. Pour deux raisons, parce que ça a commencé à me toucher déjà, c'était à 20 ans, et aussi parce que je me disais qu'il y avait quelque chose d'avenir d'une manière ou d'une autre, mais c'était très flou quoi. C'était tiens, il y a quelque chose à faire là-dedans, mais je savais pas vraiment, voilà. Et du coup, on a choisi le décès avec mes parents parce que c'était quand même orienté sur l'entrepreneuriat, la création d'entreprise. C'est l'ancienne école des cadres, mais ça s'était rebaptisé l'école des dirigeants et créateurs d'entreprise. Donc c'est un peu pompeux, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, et encore plus à cette époque-là, c'était pas du tout comme aujourd'hui la création d'entreprise. C'était pas du tout vu comme. Aujourd'hui, c'est hyper fame de sortir d'HEC et d'ouvrir un resto, mais nous, quand on l'a fait, c'était pas du tout le cas en fait. Les parents d'Anthony, j'y reviendrai, mais quand on a commencé, mon associé Anthony, quand on a commencé à ouvrir un restaurant, ils ont dit mais on n'a pas payé une école de commerce pendant 5 ans pour que tu fasses des frites quoi. Et ça, c'est assez marrant. Donc voilà. Et donc là, je suis parti à Paris donc pour faire cette école. Pardonne-moi, mais juste, est-ce qu'on peut préciser ce que font tes parents ? Ouais. Alors, mon père est architecte. Il était architecte. Il est à la retraite.
Et ma mère, elle s'occupait de nous et elle a fait faisait pas mal d'associatifs. Donc j'ai des parents très proches de moi. Mon père avait son agence en dessous de l'appartement à Mazamet. Bon, c'est pas mal, hein, mais il était sur place. Donc j'ai eu des parents vraiment très proches. Et voilà. Et j'ai eu des parents aussi, si je fais un petit, qui m'ont donné beaucoup confiance en moi, qui m'ont poussé. Enfin, comment dire. Ma mère dit toujours qu'elle est une éducation jardinière et pas potière, c'est-à-dire qu'en gros, elle oriente un peu, elle coupe les branches, mais elle laisse s'épanouir. Donc il y avait pas de mauvaise direction à prendre en fait. Si je voulais être électricien, je serais électricien. Si je voulais être ingénieur, je serais ingénieur. Si je voulais faire HEC, Polytechnique, n'importe quoi. Enfin, tout était. Il y avait pas de voie tracée. Il y avait pas tout ça quoi. C'est déterminant, c'est important. C'est pas rien ça. Et pas de culture entrepreneuriale. Enfin, mon père est indépendant. Profession libérale, pas forcément de culture entrepreneuriale, mais une histoire familiale entrepreneuriale plutôt liée justement à l'époque industrielle à Mazamet, où j'avais des ancêtres qui avaient été des grands entrepreneurs à Mazamet. Et j'ai un cousin aussi qui est 10 ans de plus que moi, qui a ouvert pas mal de bars à Paris, on va dire 5-6 ans avant Le Burger. Donc forcément, ça m'a vachement inspiré, c'était mon grand cousin. Voilà. Ça, c'est les influences un peu familiales entrepreneuriales, mais qui sont finalement assez pas si énormes que ça. Quoi, qui étaient là, mais bon. Mais qui étaient là. Ouais. Ok. Donc direction Paris. Voilà, direction Paris. Donc, ouais, l'autre fait marquant aussi quand même à Mazamet, si je parle un peu de moi, quoi, c'est le sport, notamment le judo, qui m'a beaucoup construit à Mazamet. J'ai dans un petit club très convivial, très chaleureux, et j'ai fait du judo de 6 à 18 ans là-bas, et puis j'ai fait 2-3 années à Paris. Et donc j'ai jusqu'à ma ceinture noire à 15 ans. Enfin, c'était mes premiers accomplissements forts. C'était en le judo, avec cette ceinture noire à 15 ans, ce deuxième dan à 18 ans qui te structure et qui t'apporte vraiment qui récompense en fait du travail temps long. Et c'est ma première étape, j'y reviendrai parce que c'est quelque chose qui a structuré ma vie, ce travail temps long, et qui apporte des récompenses au fur et à mesure en fait. Et donc je pense que déjà ça a tiré un espèce de trait de caractère sur la persévérance comme ça, l'abnégation. Voilà. Mon deuxième dan, j'ai eu le dernier jour de mes 18 ans, le dernier jour de l'année de mes 18 ans, quoi. Vraiment, symbolique. C'était là ou jamais, quoi. Fin du chapitre. Voilà. Ok. Case cochée. Voilà, case cochée. En fait, à Paris, après, j'ai essayé de faire du judo à Levallois et tout, mais je me suis fait, ça allait pas du tout, quoi. J'étais passé à autre chose. Ouais. Donc voilà. Donc Paris, je m'installe, vie étudiante, etc., école de commerce. Et en fait, finalement, ma vie est assez simple parce que mon associé, je l'ai rencontré en première année. Bon, c'était un groupe de potes. Et en fait, en deuxième année, on a eu l'idée BioBurger, quoi. Est-ce que tu peux me raconter ces premiers pas, parce que quand on déboule du sud-ouest, qu'on arrive à Paris, qu'on est étudiant, qu'on est dans une école de commerce, pour avoir fait à peu près la même chose, il y a pas que le travail, les idées, les choses comme ça. Où est-ce que toi t'es arrivé en te disant, moi je vais y aller à fond dans cette école, je vais être studieux, développer mes idées, ou parce que moi mes premières années en école de commerce, j'ai plus bu que travailler. Mais toi, on a l'impression, et en plus il y a cette rencontre qui est déterminante, que t'es rentré quand même avec une certaine détermination. J'étais déterminé, mais je savais pas forcément exactement ce que je voulais faire. Je laissais les occasions se présenter. Mais je me rappelle, dans cette école, ce qui était pas mal, c'est qu'il y avait pas mal d'élèves qui cherchaient des idées, quoi, pour entreprendre. Il y avait quand même cette fibre-là. Ouais. C'était pas une école de dingue. Qui était pas fake, en fait. C'était pas du tout pas tout une le monde, posture. pas tous, mais pas mal quand même. Et avant d'avoir cette idée, j'avais eu déjà d'autres. On se creusait un peu la tête de manière, on va dire, latente là-dessus, quoi. Ouais. Après, oui, j'ai vu ma vie étudiante, mais pas non plus ultra débridée. J'ai fait mon week-end d'intégration avant qu'il y ait eu les interdictions et tout, donc c'était un peu hard, mais ça va. Ouais. Et après, j'ai suivi mon truc, mais en fait, l'idée est arrivée assez tôt, donc ça a pas mal après été en filigrane de le reste de mes études, en fait, cette idée. Donc dès la deuxième année. Ouais, dès la deuxième année, donc en cours d'anglais, avec une prof qui s'appelait Madame Wolf, à 11h du mat, on était avec Anthony, comme tous les matins, et tous les matins en cours, on discutait de là, on allait manger à midi. Vers 10h30, 11h, mais vraiment. Et en fait, on était à La Défense. Cette école était à La Défense, côté Neuilly. Donc en fait, il y avait très peu d'offres de restauration. Et le peu qu'il y avait, c'était franchement dégueulasse. Enfin, je le dis comme c'est. Pardon pour ceux qui étaient là, mais c'était vraiment pas ouf. Et donc nous, on était un peu bloqués à chaque fois. Et donc parfois, on prenait le métro sur une station pour aller à Grande Arche, pour aller chez Quick. Il y a pas Burger King à l'époque. Chez Quick, chez McDo.
Et là, ce jour-là, la veille, on est allé chez Quick, on s'était fait un menu étudiant, donc double cookie and toast, je me rappelle. On était sorti bide explosé et tout. Donc on aimait bien ça. Nous, on est de la génération McDo, hein. Faut redire, c'est qu'on a grandi. Il y avait un McDo qui a ouvert à Mazamet quand j'étais gamin, c'était un événement. Ah ouais, je vois. C'était the événement, quoi. Mazamet, McDo, waouh. Bon, j'y allais pas si souvent, en fait, parce que bon. Mais voilà, c'était un imaginaire très fort pour moi. Et donc, du coup, là, l'idée, qu'est-ce que ça a été? C'est-à-dire que, à force de discuter, on venait d'aller chez Quick la veille, on s'est dit, mais en fait, on aimerait bien à nouveau se faire un bon burger, mais juste de qualité, quoi. Quelque chose qui soit bien fait, qui soit bon. Cette idée-là, il y a beaucoup de gens qui l'ont eu en même temps. Sauf que nous, au même moment, donc 10 secondes après avoir dit ça, on s'est dit, mais il faut que ce soit bio. Pourquoi? Alors ça, j'ai toujours un tout petit peu de mal à répondre à cette question, mais qu'est-ce qui a fait que nous deux, et pas les autres, on a fait ce rapprochement avec le burger de qualité, c'est forcément bio. Parce qu'on est les seuls à avoir fait, on est toujours les seuls à avoir fait dans toute la restauration rapide aujourd'hui, 15 ans plus tard. Et en fait, ça, je pense que c'est un mix entre des valeurs et un imaginaire que nous ont inculqué nos parents, qui n'étaient pas non plus des espèces de fanats de bio. Hein. Moi, j'avais juste 2-3 produits, l'huile d'olive, etc. Et encore aujourd'hui, aujourd'hui, je mange... Moi, je mange à 100% de bio à fond. Mes parents, bon, un petit peu. Ouais. Les parents Anthony un peu plus. Mais on savait ce que c'était, quoi. On savait ce que c'était. Et puis, il y a ce lien dont j'ai parlé, cet imaginaire, faire du business dans l'écologie, quand même. Oui, toi, t'as cette fibre, cette envie aussi depuis le début. Et donc, je pense que c'est ça qui a fait qu'on s'est dit, il faut ce label-là. Ça, c'est le départ. Et tout de suite, on s'est dit que ça allait s'appeler Bio Burger. Enfin, le nom, on l'a eu les 10 secondes suivantes dans ce cours-là. Donc, ça s'est fait... Petite pensée pour cette prof qui pensait délivrer son cours d'anglais tranquille, pendant que deux mecs n'en avaient vraiment rien à faire. Et on l'imagine, alors que l'idée se pointe, l'idée de faire une société, de créer un concept, n'écoutez pas du tout ce qui est en train de se passer. Oui, en plus, ça nous a porté préjudice d'ailleurs, parce que on est déjà allé en Angleterre pour négocier avec des fournisseurs de cheddar, et l'anglais était pas top, quoi. Bon. Et donc, du coup, en seconde année, à chaque fois qu'on avait une idée comme ça, parce que ça arrivait souvent, on en parlait autour de nous, et puis il arrivait toujours un moment donné où il y avait un truc qui disait non, mais no go. Ouais, ça levait un frein. En fait, ça existe déjà, c'est pas possible, etc. Et donc là, vous sortez de cette salle et vous vous dites, on va faire ça, on a envie de faire ça. À la pause, on en parle à nos potes. Ouais. Je crois déjà, ou on garde pour nous ça, je sais plus, mais rapidement, en tout cas, on en parle à nos potes. Ouais. Et en fait, on voit que en creusant, il n'y a pas de no-go. Ça marche. Vous trouvez pas le frein. Mais c'est antinomique, bio, burger, en fait, ça va pas. Mais en fait, si, c'est ça qui est génial. Est-ce que tu peux nous rappeler la date, l'année de cet événement, ce moment où vous dites ça, c'est en quelle année? Je crois que c'est en novembre 2007. Je sais jamais si c'est en novembre 2007 ou tout début 2007. Janvier 2008. Je pose cette question pour qu'on se reprojette dans ce que peut représenter la bio en 2007. On se parle presque de 20 ans. Ouais. Il y a 20 ans, le label bio, c'est pas aussi clair pour tout le monde. Ceux qui en ont une représentation superficielle se disent c'est cher, en gros. Ça, c'est toujours le cas. Et c'est toujours le cas. Cette représentation. Ouais. Mais c'est à peu près la seule chose que on se dit à cette époque-là. Et il y a les absolument convaincus qui sont une minorité, voilà. Ouais. C'est vrai que c'était pas pareil. C'était quand même déjà en plein essor. Ouais. Notamment Biocop a bien structuré la filière. Ça fait 35, maintenant presque 40 ans, je crois, qu'il structure la filière. Mais pour le grand, à Mazamet, en l'occurrence, les mecs, voilà. Ouais, à Mazamet, oui. Effectivement, partout, c'était pas ce que c'était aujourd'hui, mais c'était déjà pas mal en croissance, mais c'est pas du tout ce que c'était aujourd'hui. Ça, c'est clair. Évidemment, en restauration, pas du tout, mais ça, c'est toujours le cas, puisque 1% aujourd'hui de l'offre de restauration est bio, alors que c'est 6 à 7% dans la grande conso ailleurs. Donc oui, c'était un ovni, quoi. Et pour autant, quand vous en parlez, pas de frein. Les gens, vos potes, à la pause, ils vous disent pas... En fait, ça intrigue, ouais. Ça intrigue, il y a un truc. Et ouais, il y a pas de no-go, quoi. Plus on creuse, moins il y a de no-go. Et quand vous vous projetez dans cette idée-là, donc on en est vraiment là, la genèse. On se parle du moment où vous commencez à dessiner des trucs, vous dites quoi? Vous dites, ok, bio, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout bio. Ça veut dire les buns, les machins, tout bio. Alors là, c'est le moment où on met le doigt. On ouvre un chapitre qui est hyper important pour la suite. C'est la naïveté et notre côté bisounours qui nous a entraîné énormément de difficultés, mais qui aujourd'hui fait qu'on est là et qu'on est en passe de devenir, je pense, leader de notre marché. En fait, on s'est dit, bio, c'est quoi? C'est 100% déjà. Parce que ça sert à rien de le faire à moitié, ça veut rien dire. Il faut que ce soit audible. Donc 100%. Donc tout. Et ça arrive assez vite dans notre réflexion. Par souci de clarté en termes de com, par souci éthique, par rapport des valeurs, toutes ces raisons. C'est
écarté en termes de com et parce que ça sert à rien de le faire à moitié. On était un peu, nous, on est des gens entiers, quoi. Un peu trop, d'ailleurs. Et c'était un peu naïf parce qu'on s'imaginait pas les contraintes que ça allait nous donner. Ouais. On avait ce nom BioBurger, quand tu t'appelles BioBurger. D'ailleurs, en fait, aujourd'hui, on n'aurait pas le droit de s'appeler BioBurger si on n'était pas au moins 95% bio. Ça, on l'a appris il y a pas longtemps. Mais voilà, pour nous, fallait aller à fond. Moi, je suis quelqu'un d'entier. Voilà, c'était un peu par naïveté, aussi par image. Et évidemment, pour avoir vraiment de l'impact aussi, c'est aller jusqu'au bout des choses. La deuxième contrainte qu'on s'est fixée, c'est qu'il fallait pas que ce soit plus cher. Parce qu'en fait, on s'est dit, les gens, ils sont pas prêts à mettre plus cher sur le long terme pour la bio. Et donc, ces deux idées, on les a jamais abandonnées. On n'a jamais transigé depuis 15 ans sur ces deux idées, depuis la genèse. Pour revenir aussi sur le conventionnel potentiel, on s'est dit le coca. Très vite, on s'est dit le coca. Problème. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? En fait, il n'y a jamais eu de coca chez BioBurger. On a eu du cola à l'époque bio. Là, on n'en a plus. D'ailleurs, faut qu'on en remette peut-être, mais en tout cas, il n'y a jamais eu de Coca-Cola. Je pense qu'on est la seule enseigne de France à pas proposer du Coca-Cola, quoi. Et ça, faut mesurer le truc. Donc ouais, et en fait, c'était naïf. C'était un peu utopiste. Du bio pas cher, 100%. Enfin, on pensait qu'on allait y arriver, quoi. En fait, on y arrivait d'ailleurs. C'est quoi les premiers temps? Là, tu nous parles justement de la naïveté, des quelques lignes qu'on couche sur un papier, des trucs où on se dit ah putain mais on pourrait faire ça et ça aussi, ah ouais ça c'est bien et voilà et on teste et on en parle. Comment vont s'écrire les premiers temps justement alors que vous êtes encore étudiant? Alors je vais y venir. Donc les premiers temps, c'est que on a commencé à bosser sur le projet en parallèle. Donc on se mettait avec Anthony au café à côté là et on bossait dessus. Et donc on ouvrait les portes, c'est-à-dire qu'on enlevait ces no-go et on se disait tiens oui c'est vrai que c'est bien. En plus ça nous excitait quoi. Et ça nous excitait tellement qu'à un moment donné, en 3e année, à l'EDC, on a 6 mois, on peut partir à l'étranger, faire un stage. Quoi. Et là, on s'est dit, on va lancer BioBurger. Parce qu'en fait, on avait peur qu'on nous pique l'idée. Donc, en 2009, on va lancer BioBurger et on va lancer le truc en 6 mois. On va prendre une année de césure en plus. Donc, on a 1 an et demi pour le lancer. On met un gérant, puis on reprend nos études et on finit. Et on a dit ça à nos parents, ils nous ont dit non. non. En plus, il y avait la crise de 2008 et tout, machin. Non, vous allez continuer vos études. Et puis après, si vous voulez, vous ferez le truc. Et ça nous a mis un gros coup derrière la tête. Ah ouais. On était deg. Et en fait, on a abandonné le projet momentanément. Et donc, pendant 1 an, on s'en est pas parlé. Alors qu'on était potes avec Anthony, mais c'était un peu tabou, je me rappelle. On était un peu deg. Ouais. Douche froide. Et en 4e année, donc on n'a pas fait d'année de césure, on a fait des stages. Moi, j'ai fait un stage dans une boîte qui s'appelait Rapid Drink. C'est assez important pour la suite aussi. Donc un stage créé par un groupe de potes, une boîte créée par un groupe de potes à l'arrache, total. C'est à l'époque où il n'existait pas Deliveroo et compagnie. Donc l'idée c'était de se faire livrer son apéro quand t'étais en galère. Hein. Exactement. Ouais. Toute la nuit. Et donc il y avait des concurrents comme Allo Apéro et tout. Et moi je bossais, j'étais le petit stagiaire qui faisait la compta et tout pour mon boss. C'est devenu des potes. Des très bons potes. Et donc, en fait, j'étais livreur chez eux quand j'avais arrêté le stage. Et puis, pendant le stage, j'ai fait stagiaire. On finissait... c'est là où j'ai fait ma vraie vie étudiante. C'est-à-dire que je livrais jusqu'à 6h du mat le week-end. Et de 6 à 9, on allait en boîte. Puis, je me couchais à 10h du mat. Ah ouais. Et même, alors, petite anecdote aussi, j'ai fait le marathon de Paris. Ça, c'est mon grand début de mon amour pour la course à pied en 2009. Pendant ce stage. Attends, mais tu t'es mis à la course à pied dans la continuité du judo après une fois arrivé à Paris ou là, quand tu t'es dit j'ai découvert la nuit et l'apéro, je vais me mettre à courir parce que ça, pour le coup, c'est pas... En fait, la vraie histoire, c'est que donc j'ai arrêté le judo. Là, j'ai pris du poids parce que ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'en première année, avant d'avoir eu l'idée, j'ai oublié de dire ça, c'est important. Première année, avant d'avoir eu l'idée, je voyais que j'avais du temps libre étudiant où je jouais à FIFA en fait, et donc qui était improductif et trop. Et je me suis dit, faut que tu utilises ton temps. Et donc je suis allé bosser chez McDo à Neuilly pendant 6 mois, 6-9 mois. Comme job étudiant, je pense que j'étais un des rares à l'EDC à faire un job étudiant à côté, par la typologie des gens qui étaient globalement. Mais moi, j'y allais, j'avais pas besoin forcément, c'était vraiment de l'argent de poche supplémentaire, comme c'était vraiment pour l'expérience, voilà. Donc McDo, tu vas comprendre le fil. J'ai grossi. Moi, j'ai toujours un sujet avec la bouffe, hein. Je suis un gros gourmand. Et si je fais pas de sport, je grossis. Donc j'ai arrêté le sport, j'ai bossé chez McDo, j'ai grossi. Et donc du coup, il a fallu que je perde du poids. Et pareil, un autre chapitre, en fait, j'ai pas mal de choses à raconter avec Anthony. Quand on a eu l'idée BioBurger, on s'est dit, ça j'ai oublié de le dire aussi, en 2e année, il faut qu'on sache si on peut bosser ensemble. Et donc, pareil, il y a un lien, tu vas voir.
Du coup, pour ça, faut qu'on fasse nos projets ensemble d'école, mais il faut aussi qu'on fasse quelque chose d'un peu plus ambitieux. Et en fait, en stage de deuxième année EDC, il y avait possibilité de remplacer des gérants d'un magasin Nicolas. Nicolas Levin à Paris. Ah ouais. Et donc, on est allé remplacer pendant 2 mois les gérants. On a tenu un commerce Tous les avec deux. Anthony à 20 ans pendant un été pour voir si on bossait ensemble. Ce qui est marrant, c'est que de cette expérience, on a vraiment gardé Aujourd'hui, ça fonctionne un peu comme ce qu'on fonctionnait. Enfin, tout de suite, il y a les caractères qui se sont révélés, quoi. Chacun a trouvé sa place. Chacun a trouvé sa place. Ça s'est super bien passé. Là, on s'est dit, OK, on peut bosser ensemble. Parce qu'un pote, c'est pas forcément un associé. C'est très différent. Qu'est-ce que vous avez découvert l'un de l'autre dans cette expérience-là quand tu dis que vous avez trouvé chacun votre place? C'est quoi votre place? Toi, t'es comment? Lui, il est comment dans cet exercice du boulot? T'as le droit de... Ce qu'est la réaction. Ouais. Paradoxalement, contre notre attente, Anthony s'est révélé beaucoup plus terrain opérationnel que moi, alors que c'est moi qui avais fait McDo. Et ça, c'était... je pense qu'il m'en faudra pas que je dise ça, au contraire, mais à la base, le premier jour de BioBurger, il s'était mis en caisse et moi en cuisine. Le second jour, on a échangé. Il est terrain et dans l'ombre, Anthony. Et il fait le boulot de l'ombre. Alors qu'à la base, c'était moi qui amenais les process avec mon expérience McDo. Et moi, je suis plutôt en support, tout ce qui est finance, gestion juridique, etc. Et aussi du coup image. Même si Anthony fait de plus en plus, mais il était moins à l'aise pour tout ce qui est image. Et là, chez Nicolas, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est quoi? Il s'est révélé être très besogneux d'entrée de jeu. Moi, je me suis révélé aussi être celui qui rate les pannes, qui a des pannes de réveil. Une ou deux fois, ça m'est arrivé. Puis après, ça m'est arrivé chez BioBurger aussi, une ou deux fois. Un peu moins rigoureux, un peu moins méticuleux. Et Anto, un côté besogneux qu'il n'avait pas forcément en école de commerce, parce que là, on était pareil, c'est qu'on faisait le minimum. Ouais. J'ai toujours fait le minimum à l'école. J'avais un peu des facilités, donc du coup, je fais straight to the point, quoi. Anthony, c'est pareil. Par contre, là, quand il y avait de la tâche et tout, Anto, il s'est tapé des trucs, que ce soit chez Nicolas ou chez BioBurger, assez violents. Et peut-être que moi, là-dessus, me suis révélé peut-être moins besogneux, mais plus en retrait sur du support, quoi. Je sais pas si je suis très clair, mais c'est ce que je ressens là aujourd'hui. Cette expérience, je pourrais en reparler d'ailleurs, il y a d'autres choses à dire, mais nos gérants, qui s'appellent Armand et Valérie Dumonteil, étaient des marathoniens. Et donc, du coup, ils m'ont dit, viens courir avec nous. Moi, j'ai dit ouais, parce que je voulais perdre du poids. Parce qu'on a eu une période comme ça de passation. Donc, on allait à l'hippodrome de Longchamp courir. Et puis, ils m'ont inscrit aux 20 km de Paris. En fait, on est restés potes après, avec ces gens qui avaient 15 ans de plus que nous, 20 ans de plus que nous. Et ils m'ont inscrit aux 20 km de Paris. Et j'ai fait 20 km de Paris. Et ensuite, ils m'ont dit, tu t'inscris au marathon. Mais j'ai regardé avec des yeux, mais genre, jamais de la vie, je ferai le marathon. En fait, c'est juste pas possible. Puis le marathon, pareil, c'est pas ce que c'était aujourd'hui en 2009. Et donc, je reviens à Rapid Drink. C'est que pendant mon stage de Rapid Drink, en fait, je faisais la livraison de 21h à 6h. Je rentrais chez moi. Je me changeais. J'allais courir à l'hippodrome de Longchamp avec Armand et Valérie parce qu'ils y allaient le samedi matin ou dimanche matin, j'ai plus tôt, dimanche matin. Et puis après, je me couchais à 10h du mat'. Et je me relevais à 15-16 heures et puis j'allais rebosser à Rapid Drink. Ça, c'était mon stage. Et donc, c'est là où j'ai eu un peu une vie étudiante, un peu n'importe quoi, mais avec ce lien de l'effort et la persévérance parce que je voulais finir mon marathon, quoi. Et je l'ai terminé en 4h59 sur les rotules avec 6 crampes, 2 dans les mollets, 2 dans les quadrilles et 2 dans les fessiers, au bout de ma vie à 85 kilos en 2009. Parce que j'avais pas encore perdu du poids. Mais pareil, j'y reviendrai parce que c'est quelque chose qui m'a structuré, ça. Deuxième accomplissement sportif structurant qui vient d'une abnégation où je suis allé courir à la fin de Nuit Blanche. En fait, il y a vraiment un truc qui m'a structuré là-dessus. Ouais. Voilà. Et donc, ce stage pendant ce temps-là, on avait un peu arrêté le projet, mais je me rappelle à l'époque que pendant les soirées Rapid Drink, j'en parlais quand même autour de moi avec cette idée de burger bio. Les gens, je voyais que ça, pareil, ça répondait, quoi. Ouais. Ah ouais, putain, mais c'est pas mal et tout. Et en 4e année, donc après ce stage, on se revoit et là c'est Anthony qui vient me voir et qui me dit non, d'abord on a voulu lancer un bar. Bon, je passe rapidement là-dessus parce qu'on s'est dit mon cousin avait lancé des bars, c'est plus facile de lancer un bar, on se fera la main et tout. Puis là tout le monde nous disait no go, les bars, tout le monde en fait, c'est pas votre fibre, l'alcool et tout le monde de la nuit. Et là on s'est dit en 4e année, on reprend le projet. C'est Anthony, sous l'impulsion d'Anthony, et on ouvre ça à la fin de nos études. Et là c'est parti, vraiment en 4e année. Et là pendant 1 an et demi, on a bossé le projet à fond et on a fait nos stages de fin d'études dans notre boîte
en janvier 2011. Et donc là, on a négocié, on a été les premiers à l'EDC à pouvoir faire nos stages de fin d'études dans notre boîte, en créant notre boîte. On fait notre propre convention de stage. Et on a cherché le local, mis tout au point et tout pendant 6 mois de janvier à juillet 2011. Et en juillet 2011, on a ouvert Bioburger. Alors, il faut que tu me racontes cette petite période avant l'ouverture. Quand tu dis que vous reprenez cette idée, que vous commencez à travailler dessus, comment, quand on est étudiant, on travaille dessus? Raconte-moi ces moments et raconte-moi ce truc qui vous amène finalement à ouvrir votre boîte à cet âge-là, alors que vous êtes à peine ou encore même dans l'école. Au moment où vous le faites, comment ça se passe? C'est quoi le souvenir que tu as de ces moments-là? Quand vous travailliez déjà? Déjà, et encore un truc qui m'a vachement structuré, c'est qu'on était animé, quoi. Enfin, on était possédé par le truc, quoi. C'était quelque chose qui nous... Et puis quand t'es étudiant, quand t'es jeune et tout, t'as tellement du temps, deux, rien à perdre, pas de responsabilité. Enfin, tu vois, franchement, tu réfléchis pas, quoi. Tu fonces. Déjà, il y a ce côté, on fonce, quoi. On y croyait beaucoup. Et donc, du coup, quand on bossait, en fait, on comptait pas nos heures, on comptait pas nos efforts. C'est ce qu'on a fait toutes les premières années. C'est qu'on pouvait y aller. On avait une énergie de dingue. Ouais. C'est-à-dire qu'après les cours, le soir, vous vous voyez pour bosser sur le projet. Enfin, c'était un truc. Ouais, et puis les cours, comme je te dis, on est les strict to the point. On avait nos crayeux CTS, fallait avoir 10 sur 20 partout et ça suffisait, quoi. Ouais. Franchement, et après, on était sur notre boîte, quoi. Et ouais. Et parce que c'était tellement, ça nous paraissait tellement plus important. Par contre, les cours, on écoutait quand même les cours qui ont jugé, nous, à l'époque, utiles. Type. Moi, j'étais plutôt bon dans tout ce qui est business plan, droit, finance, etc. Et par contre, on a complètement snobé le marketing. Ce qui, pareil, si on y reviendra après, ce qui était une grave erreur. On n'y croyait pas du tout. Pour nous, le marketing, c'était du vent. Alors, faut aussi se rappeler que c'était l'époque du tout début des réseaux sociaux. Hein. Facebook est arrivé en 2008, 2009, à peu près, hein, je crois, de mémoire. Donc là, on était en 2011. Bon, c'était pas ce que c'était, mais bon, c'était quand même une grave connerie, hein. On était très naïfs là-dessus, mais on pensait que c'était vraiment du vent, quoi. Donc moi, j'y écoutais pas, ça m'intéressait pas. Mais on m'a quand même écouté sur des trucs très structurants, qu'on estime qu'on peut pas apprendre par soi-même, tu vois, qui nous ont bien servi, donc le juridique, la finance, etc. Mais surtout, à côté, on bossait sur notre boîte parce qu'on estimait que c'était là le plus important. Et donc, ouais, ça s'est fait à côté. On a des potes qui nous ont aidés. Donc, vu qu'on constituait des groupes de travail en fonction des matières, et bien là, on mettait Bioburger. Donc, même en marketing, en business plan, machin, c'était le cas de pratique, c'était Bioburger. Nous, on s'entourait de potes de promo. Et tout le monde bossait là-dessus, ouais. Ouais. Ah, c'est pas mal en fait parce que pour le brainstorm, l'avancée du concept et tout, vous aviez une forme de main d'œuvre à dispo parce que du coup vos camarades ils étaient obligés de bosser sur ce projet avec vous. Exactement. Non, franchement c'était super chouette et donc là on a bossé sur plein de choses, sur quand même sur l'image de marque, mais surtout sur enfin, on avait tout à apprendre, quoi. Il fallait rechercher un fonds de commerce, fallait mettre au point l'offre, fallait trouver des fournisseurs, c'était un travail, mais alors ça c'était avant le début du stage. Et quand on a commencé le stage, en janvier, on n'avait plus de cours. Et là, on a pris un pote à nous qui a fait stage avec nous, qui s'appelle Damien Leclerc, et là, on était à 3, en fait, pour vraiment créer le resto. D'accord. Donc là, vous étiez de cette école les premiers stagiaires à vous embaucher vous-même, à vous prendre vous-même en stage. Ouais. Vous avez ouvert la boîte tout de suite? La condition, c'était que la structure juridique existe. Et oui, parce qu'il fallait une convention et tout, donc il fallait que vous ayez votre propre convention. Donc vous avez, à quel âge? Vous avez quel âge, du coup, là? À 22 ans. Donc à 22 ans, vous ouvrez Bioburger. Voilà. Et vous démarrez votre stage dans votre société. Vous n'avez pas de bureau, pas de locaux, rien du tout là? Non. Alors on bossait dans mon appart. Moi j'étais dans le 2e rue de Louvois. Et donc on recevait, je me rappelle, on a reçu des fournisseurs, là-bas. On était personne, quoi. Et on bossait là. J'avais un vidéoprojecteur, donc on projetait sur l'écran. Je faisais sur SketchUp les plans du local. Donc on projetait sur l'écran notre comptoir. Moi j'ai dessiné le comptoir, j'ai dessiné les trucs. Mon père est archi, donc il nous avait fait un relevé une fois qu'on a trouvé le local. Hein. Il nous a fait un relevé du local. Et donc on pouvait, moi sur SketchUp, j'ai monté les murs et j'ai essayé de faire le resto, quoi. Qu'est-ce qu'il disait là au début, là, quand vous avez dû prendre votre téléphone pour trouver des fournisseurs? Vous les avez trouvés comment et comment ils vous ont pris au début? Parce que c'était l'enfer. Mais c'était l'enfer. On était en bio, il y avait zéro choix, il y avait personne. Et le pire, c'est qu'on était en bio, en restauration. Et en restauration commerciale, pas collective. Les seules offres qu'il y avait en restauration, c'était pour de la collective, ce qui n'a rien à voir avec la commerciale. Parce que volume, parce que tout ça, et donc ça pouvait intéresser des fournisseurs plus facilement.
Oui, et puis il y avait plus de demandes en collectif. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Et la collective demande pas les mêmes choses que la commerciale, et le commercial ne demande pas du tout les mêmes choses que la magasin spécialisé ou la GMS. Donc il y a rien qui était fait pour nous, parce qu'il y avait quand même un peu de GMS et de. Mais quand tu achètes, je sais pas moi, encore aujourd'hui, quand on achète je sais pas, du poulet pané, nous on cherche un conditionnement spécial restauration. Et en fait, on reçoit pendant très longtemps, on a reçu nos poulets panés par 2 dans des emballages plastiques. Enfin, et ça encore, c'est le moindre mal. C'est-à-dire qu'il y avait déjà très peu d'offres, très peu de choix, très peu d'acteurs, très peu de distributeurs. Et il y a Transgourmet à l'époque, ils avaient une gamme mais microscopique. C'est-à-dire que tous les restaurateurs aujourd'hui, ils appellent Transgourmet ou compagnie, et puis ils sont livrés. Mais nous, c'était impossible. Donc on a dû enfoncer des portes, et puis on était personne, on n'avait pas créé un seul restaurant, donc c'était extrêmement compliqué, et là on a galéré, enfin c'était l'enfer, mais on y est arrivé quand même à monter notre burger 100% bio pour le 4 juillet 2011, tant bien que mal, même si la qualité par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, c'était sans commune mesure. Mais alors attends, du coup tu trouves les fournisseurs les uns après les autres, tu les invites chez toi dans ton appartement? Alors il y en a pas tous, il y en a quelques-uns notamment. En fait, on a travaillé avec Nature 10, qui était un distributeur bio, mais plutôt spécialisé restauration collective. On a quand même travaillé avec lui, et ça nous a permis d'avoir quand même quelques produits par le même fournisseur. Et après, il a fallu trouver ce qui manquait à droite à gauche. Mais ça, c'était le kick-off. Après, ça a évolué, mais tellement. Mais comment vous faites comme ça? Alors déjà, il faut trouver donc ces fournisseurs, il faut les convaincre. Alors ok, bon, vous y arrivez à force de recherche et de volonté. Il faut quand même un moment le goûter, le faire, le match avant même d'ouvrir un resto, il faut quand même faire ces tests-là. Donc, dans ce même timing, vous faites ça aussi? Ouais, on fait tout ça. Alors, je t'avoue que Anthony doit avoir des anecdotes, mais quelques semaines avant d'ouvrir, je crois qu'on n'avait pas encore le fromage, on n'avait pas le pain. Enfin, c'était chaud, quoi. Mais qui teste les recettes, moi, je me rappelle dans mon appartement, dans le 2e, rue Louvois, là, on a copié. En fait, on a pris les recettes de l'air sauce de McDo, la pepper, enfin la sauce du Deluxe là. Puis moi j'ai mélangé du poivre, de la mayonnaise et la moutarde, et puis ça fait une sauce pepper, quoi. Et c'était bon. Et c'était notre première sauce pepper. Et puis on a fait ça pour tout. Donc à la mano, quoi. On faisait nos sauces effectivement au début maison. Donc on mélangeait les pots d'épices et de sauces comme on pouvait dans le resto. Le pain, on l'a trouvé avec un boulanger quand même du quartier qu'on a trouvé en bio. Alors c'était génial parce qu'il était frais du matin. Ce qui était l'enfer, c'est que on devait le commander 2 jours avant. Donc soit on en avait pas assez, parce qu'il n'en avait pas commandé assez, soit si on avait commandé trop, en fait, il se perdait le soir même. Foutu, Donc on avait perte ou rupture tous les jours. Et ça, on a eu ça pendant 4 ans. Donc t'imagines pas, en termes de coût, la monstruosité du truc, mais on n'avait pas le choix. En fait, tous les premiers démarrages, jusqu'en 2016, ça a été de la démerde avec un concept qui n'était pas du tout optimisé, mais qui tenait debout parce que nous, on bossait comme des connards dedans. Donc là, on en arrive justement, après toute cette phase d'élaboration, de réflexion, ces sauces faites sur un coin du plan de travail chez toi, à cette première ouverture, vous trouvez un local, donc? Alors, donc, du coup, en même temps, on a cherché un local. D'ailleurs, on a fait des offres pour des locaux où on n'a pas eu le prêt bancaire. Ça, c'était même avant, d'ailleurs, ce stage. Et là, on a trouvé on a décidé de se passer des banques parce que les banques nous prêtaient pas parce qu'on n'était personne. Et donc, on a réussi à le financer nous-mêmes parce que c'était pas cher et que moi, j'avais 30 000 euros. J'ai eu la chance d'avoir 30 000 euros. On a fait des prêts étudiants et on a nos proches qui nous ont prêté de l'argent en perso avec un contrat sur 5 ans avec un taux d'intérêt variable en fonction du chiffre d'affaires, je me rappelle, qu'on a dû payer du coup. On a remboursé une fortune parce que c'était en perso. Et en faisant les travaux nous-mêmes, à part l'élec et le parquet. Et donc ça nous a coûté, je sais plus, 250 000 balles en tout. Et on arrive à le financer donc sans les banques, à part ce prêt étudiant. On a trouvé ce local, donc Passage de Choiseul dans le 2e arrondissement de Paris. On a fait les travaux nous-mêmes en même temps que ce que je viens de dire là, donc les travaux et en même temps les sauces pepper, les trucs, les fournisseurs. Voilà. Les travaux, j'ai des potes qui nous ont aidés, enfin on nous a vachement aidés. Damien, il a été extraordinaire, voilà. Et ouais, on y est arrivé et donc de l'aide, et on est arrivé à construire notre offre, donc burger, frites. Et à l'époque, on avait peur parce que c'était pas du tout l'époque d'aujourd'hui, quoi. On avait peur de faire un restaurant full burger. Donc on a fait quoi? Des salades, des pâtes et des quiches. Ah ouais. Parce que le monoproduit, à l'époque, c'était pas l'idée. On avait peur. Mais c'était infect. Ce qu'on faisait à côté. J'avais honte, je me rappelle. Et en fait, on a fait ça 1 mois et demi. Au bout d'1 mois et demi, on est parti en vacances parce qu'on était épuisés. Donc, mi-août, il y avait personne. On a pris 15 jours de vacances. Moi, je suis revenu dans le Tarn, j'étais épuisé. Et quand on est revenu, on a arrêté, en fait, salade, quiche. Ça a duré 1 mois et demi parce qu'on s'est rendu compte que les gens, on s'appelait Burger. Et évidemment, ils viennent pour des burgers. Il faut arrêter mais on avait eu peur. Et ces gens qui viennent, donc, après toutes ces, pas péripéties, mais cette route
jeune de l'entrepreneuriat, des réflexions. Là, ça y est, les premiers jours, vous trouvez le local, vous faites vos travaux, ok, vous êtes aidé, vous mettez votre enseigne. Ouais. Et puis, comment c'est comment ce premier jour? Non, mais Parce que ça doit être quelque chose de... ouais. Avant ça, il y a eu des moments épiques dans les travaux. Quand on a déposé l'enseigne, c'était l'enfer. Ça avait se casser la gueule. Enfin, il y a eu des moments épiques dans les travaux, de gros stress. Et le jour de l'ouverture était assez épique. Je me rappellerai, moi, le matin, j'étais derrière le comptoir, donc j'étais en haut, parce qu'il y avait cuisine qui était en sous-sol, en fait. Et moi, je préparais des pâtisseries, je faisais des pâtisseries. Donc, je faisais une petite... Par contre, on ouvrait le matin. On avait décidé d'ouvrir à 8h du matin. Pour proposer quoi? Quelle offre? De petit déjeuner, café? Okay. On n'ouvre personne. Et là, je me rappelle mon frère, Roland, qui passe, et je me rappellerai toujours du regard qui me fait, un regard de mélanger d'admiration et de mon pauvre loulou, dans quoi tu t'es lancé? Mais je me rappelle, mais parce qu'il y avait personne et qu'il était 10h30 du match, je sais plus très bien, et mon frère qui a été après très important aussi dans l'histoire, et ce regard qui m'a lancé, c'était vraiment un mix entre ces deux choses. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, donc il y a des cousins à moi et des amis qui sont venus nous aider ce premier jour. J'avais donc ce fameux cousin Alexis qui a ouvert des bars, et sa sœur notamment qui était là, plus notre pote Damien, et donc on était, je sais plus, 5-6. Mais quoi, pour bosser, pour cuisine, pour d'accord, bosser. Vraiment. Donc, en cuisine, moi j'étais avec Camille en cuisine, enfin il y avait du monde. Et donc on démarre, et là on se fait démonter la gueule. 80 clients le premier jour, je me rappelle. On n'était pas du tout prêts. Et donc avant de démarrer d'ailleurs, coupure de courant, donc on démarre tout à midi, et la coupure de courant, en fait il y avait trop de Ouais, ils étaient pas équipés, c'était trop d'ampères, ouais. J'y y arrivais. Et donc tout pète, donc du coup on éteint une friteuse, donc on fait le rush avec une seule friteuse sur deux pour le premier jour. Et l'autre galère, c'est qu'on avait un coupe, donc on faisait les frites maison évidemment, ce qui était à l'époque révolutionnaire. Donc on avait un coupe frites, on avait tout préparé toutes les frites le matin, et en fait on s'est fait tellement déchirer qu'on a dû recouper des frites pendant le rush. Le coupe frites, je l'avais fixé avec des chevilles mollies dans un mur à placo, sans renfort, sans rien. Et Camille, elle fait ses patates et crac, et le truc se décroche du mur. Le truc se décroche du mur à midi, je sais plus, 45 en plein rush. Du coup, j'ai toujours cette image de Camille qui coupe les frites au couteau. Mais c'est vrai, des vraies histoires, ça. Donc on s'est fait démonter. En fait, à l'époque, c'était révolutionnaire. On était les premiers à sortir ça. C'est-à-dire que Big Fernand et compagnie n'existaient pas. Donc, un burger joint comme ça, qui fait du bio, avec du maison, avec des pains frais du matin, ça n'existait pas. Donc, en fait, c'est pour ça que les gens, ils trouvaient ça ouf. Et alors, les gens, ils te disent quoi? Ça doit être un moment extraordinaire de densité émotionnelle, de boulot, ça doit être à la fois hyper rapide et hyper long comme moment. Enfin. Ouais. En fait, moi, pendant des mois avant, je me rappelle que quand je m'endormais le soir dans mon lit, je me disais, mais c'est ouf. Il y a un gars, un jour, qui va rentrer dans un restaurant que j'aurais créé, qui va dépenser 10 € pour acheter une formule que j'ai créée. Moi, ça me paraissait... C'est un fantasme de dingue. Invraisemblable. Ouais. Et ça, c'était mon premier objectif, c'est qu'il y ait quelqu'un qui accepte de dépenser 10 balles, parce que c'était 10 balles notre première formule, pour ça. Et donc ça, c'est arrivé, mais avec 80 personnes d'un coup. Donc une satisfaction, c'est-à-dire que les gens, ils adhèrent à ce qu'on a voulu faire. Mais on pouvait manger sur place? Ouais. Donc tu pouvais en plus vous voir? Ouais. Sauf qu'on n'aurait pas le temps du tout. Tête dans le guidon, on n'a vu personne. Après, il a fallu se taper le ménage, la caisse. Je me rappelle le premier soir, alors que ça fermait le soir. Hein. C'était dans un passage, on était ouvert que le midi. Ouais. On a dû fermer à 16h ou 18h. Et moi, jusqu'à minuit, on était dans le resto parce qu'on n'était pas du tout préparé. Donc, il a fallu tout nettoyer, faire la caisse. Je n'en sortais pas et tout. Puis on a remis le couvert le lendemain. Enfin, c'était. Alors, heureusement d'ailleurs que c'était fermé le soir et le week-end, le dimanche, pardon. Parce que ça nous a permis de nous ménager un minimum, quoi. Ouais. Donc au niveau émotionnel, en fait, t'es tellement la tête dans le guidon, t'es tellement dans ton truc aussi que à la fois tu profites et à la fois t'es stressé, à la fois tu penses à... En fait, ça c'est un défaut qu'on a eu depuis toujours avec Anthony, c'est qu'on n'a pas suffisamment fêté les victoires. Parce que tu penses toujours au coup d'après, quoi. Toujours au coup d'après, on avait tellement de choses qui allaient pas, quoi, de problématiques liées notamment au 100% bio. Et donc, par contre, ça a super bien marché. Donc on a continué et c'est un gros événement, c'est en février 2012. Donc 8 mois plus tard. Donc là, il a commencé à avoir Big Fernand et compagnie qui débarquent. Ouais. Donc on a halluciné parce qu'ils arrivent avec un truc en termes marketing qui est ultra bien fait. Ouais, en mode burger gourmet, comme on peut le dire. En mode burger gourmet. Ouais. Ils arrivent avec un menu à 15 €, nous on était à 10 €.
conventionnel, mais français, etc. Avec un produit qui était 100 fois meilleur que le nôtre en termes gustatifs et une com et un marketing de ma boule. Où là, nous, comme dit, en fait, on n'était pas si mal que ça vu a posteriori, mais pas comme eux. Donc, on regarde ça. Bon, de toute façon, on était local dans notre petit passage. Mais quand même, ça nous a mis un petit coup et ça a pas mal aussi drivé la suite. Et en février, en fait, on fait la seconde page du 20 minutes de Paris, qu'on a réussi à avoir avec un listing presse qu'on a réussi à choper. On a envoyé des CP, on a eu un journaliste. Et là, il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire que le matin même, l'article sort, il est repris par Télématin, par William Lémergie le matin, sur France. Plus grosse locomotive de la télé en France. Ouais. Donc, il parle de nous. Il y avait marqué du bio pour concurrencer McDo. C'était le titre. Et là, on a eu, je sais plus, 150 clients, 170, je sais plus. Enfin, on s'est fait démolir pendant 2 jours. Mais par contre, après, ça s'est recalmé, mais on a fait plus 40% en moyenne du jour au lendemain, quoi, grâce à cet article. Donc ça nous a vraiment permis aussi de bien progresser. Et on a bossé pendant 2 ans comme ça, passage au Choiseul, en faisant un peu tout avec Anthony, en se payant quasiment pas. Et Anthony, il habitait dans une piole au-dessus du restaurant. Ah ouais. Qui faisait genre, je sais pas moi, 7 mètres carrés, 6 mètres carrés, un truc d'un taudis, quoi. Parce que ses parents, ils étaient à Versailles, on n'avait pas l'argent, en fait, pour payer un truc. Moi, j'étais en coloc avec mon frère, à côté du restaurant. Ouais, donc là, pendant 2 ans, vous êtes dans un tunnel, bio-burger total. L'offre, vous l'affinez, j'imagine. Tu nous as parlé de ce mois et demi où c'est parti un peu, qui veut de la quiche, qui veut des salades, qui veut des machins, on se crame. Et donc, on revient un mois et demi plus tard, on se dit, attendez, hop, on fait des burgers. Sur ces 1 an et demi, est-ce que l'offre, elle va se structurer un petit peu différemment? Est-ce que tu changes des process sur les fournisseurs, par exemple, et sur les recettes et sur les formules que vous proposez? Notre gros avantage, c'est que dès le départ, on a toujours été très bon sur les process. C'est-à-dire que dès le départ, on avait déjà un process en cuisine qui était assez éprouvé, parce qui venait de McDo. Ça, c'est ton expérience chez McDo. Ouais. Et donc, ça nous a permis déjà d'être assez productif dans la fabrication, dans la rapidité et dans la constance qualité, mais dès le départ. Par contre, il y avait tout à faire. Et pendant cette année et demie-là, oui, on a commencé à faire des ajustements, mais on était tellement pris que pas beaucoup. Mais ça rentrait. En fait, le cash rentrait parce qu'on se payait pas, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a ouvert un 2e restaurant. Donc, rue de la Victoire, pas très très loin, en fait, du premier. Et là, un vrai restaurant ouvert le soir. Et très rapidement, on l'a ouvert 7 jours sur 7. En continu. Vraiment modèle McDo. Parce que vous sentiez qu'il y avait une demande pour ça. Parce que notre modèle était basé sur le volume. Il est toujours basé sur le volume. Prix peu élevé, faible marge, volume. Et process éprouvé qui permettent de faire du volume. Tout de suite, on s'est dit, il faut jamais qu'il y ait une grosse queue. Il faut que ça délivre. En fait, les grosses queues devant les restos le midi, c'est une connerie parce qu'en fait, tu perds des clients. Donc, et ça, on a toujours été très bon là-dessus. Et on a tout basé là-dessus. Du coup, on a ouvert le 2e restaurant. Ça, on est arrivé à le garantir. Par contre, une fois qu'on a ouvert le 2e restaurant, donc en 2013, septembre 2013, 2 ans, un peu plus de 2 ans après, quand on a regardé le PNL, on a commencé à comprendre qu'on perdait de l'argent. Parce qu'on a dû embaucher, on pouvait plus faire tout. Ouais, bien sûr. Et là, ça marchait plus. Le taux RH était trop élevé, la marge était trop... Enfin, là, ça allait pas, en fait. Là, j'ai eu ma première grosse difficulté entrepreneuriale qui a duré, je pense, au moins 3 ans. Ah ouais. Entre 2014 et 2017. Et en même temps, c'est là où on a créé le plus de valeur. C'est qu'on a dû complètement tout remettre en cause ou tout construire. Je sais pas comment on peut dire. Enfin, c'est là où on a construit BioBurger, en fait. Parce que c'est marrant. Enfin, c'est pas marrant. C'est pas du tout le mot. Mais là, au bout de 2 ans d'activité, du coup, c'est 2 ans d'activité. Là, on se dit, putain, mais en fait, notre modèle, à ce step-là de développement, il est plus valable. Non. En fait, il a jamais vraiment été pour l'instant. Ouais. Il a été parce que c'était parce que vous payiez pas, parce que c'était un petit, mais là, 2e restaurant, on paye des gens, il y a plus de masse salariale, et en fait, ce n'est pas rentable. Ce n'est pas rentable, et ce qui était frustrant, c'est que ça avait du succès commercial. Ouais. On faisait du chiffre. Ouais. On faisait plus d'1 million d'euros de chiffre dans le 2e resto. Ouais. Mais ça, c'est un truc dans le commerce où ça veut rien dire. Effectivement, on peut faire du chiffre. Ouais. C'est pas pour ça que ça valide ton modèle. Exactement. Et donc, du coup, comment vous pivotez et qu'est-ce que vous décidez de changer? Dans la douleur. Ah ouais. En fait, c'est arrivé à un moment. En fait, l'aventure entrepreneuriale, en tout cas dans la restauration, il y a plusieurs steps. Donc, ça, t'as cette première step, étudiant, naïf et tout, tu bosses partout, tu te fonces la tête baissée. Et après, t'as cette step très compliquée où tu dois développer, prendre de la hauteur, déléguer, et en même temps t'assurer à la fois de l'opérationnel parce que tu peux pas tout déléguer, etc. C'est ça. Donc, quotidien de restaurateur, et en même temps développer un concept, quoi.
Et le faire après coup, c'est super dur. Et donc t'es au four et moulin et tu dois faire le grand écart psychique entre le rush, le midi où t'es en caisse et tu dis bonjour madame et tout, qu'est-ce que vous voulez. Et en même temps, dans ta tête derrière toi, tu te dis mais putain, comment je vais faire du coup pour améliorer ma marge et structurer mon truc. Alors heureusement, les rushs te font du bien en fait, ça fait du bien le rush. Ouais, c'est une bulle. Ouais, t'es dans une bulle. Mais après, t'es essoré et tu dois l'après-midi te dire comment je règle mes problèmes. On avait des gros problèmes. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé toute notre chaîne de valeur. On s'est dit, OK, on a pris PNL, on a découpé, on a dit comment on fait pour améliorer tous les ratios. Et c'est là, on a créé vraiment les grosses bases de l'ordre du bioburger. Alors, le problème, ça peut durer très longtemps, là, ce que je vais dire. Non, mais c'est intéressant. Mais pour commencer en mode synthétique, c'est que, il y a la pro. Et donc, la pro, il y a eu, 3 choses qui ont été faites dans la pro. Il y a eu qu'on a tout simplement changé de fournisseur quand ça allait pas, parce qu'on avait plus de moyens, la bio s'était un peu développée, on avait plus de hauteur pour changer de fournisseur, et puis on avait plus de choses à vendre aussi, parce qu'on avait un volume. On a externalisé la production. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que je t'ai dit qu'on faisait nos sauces nous-mêmes. Ouais. Mais ça, c'est pas possible à long terme. Donc, en fait, on a trouvé des boîtes qui étaient adaptées à notre volume et qui faisaient des sauces à façon en 100% bio. Donc, et là, on a beaucoup travaillé, on a fait ça pour beaucoup d'autres produits, en main dans la main, en fait, en leur donnant nos recettes, des briefs, ce qu'on voulait. Ouais. Ils nous faisaient des retours, on faisait des allers-retours, etc. Ils développaient quelque chose pour nous. D'accord, donc ok. Mais donc, du coup, tu sous-traites ton histoire, mais ils font quand même selon vos codes et selon votre... C'est 100 fois mieux, parce qu'ils font moins cher, parce qu'ils ont des volumes. Ouais. C'est leur métier. Ouais. Donc ça coûte moins cher à la fin, même s'ils prennent leur marge. C'est plus constant, meilleure qualité, meilleure constance qualité, etc. Moins de matériel dans le restaurant. Enfin, j'ai plein d'anecdotes. On a embauché Mathieu Chopard, qui est toujours chez nous, hein, c'est un plus vieux salarié dans ce fameux Piolle d'Antony qui était devenu un bureau à l'époque. Bref, c'est un pâtissier à la base. Et donc il est venu et il nous faisait les pâtisseries maison à l'époque, des pâtisseries ouf. Mais en même temps, dans le même bol mélangeur, on faisait les sauces. Et c'était l'enfer, on devait nettoyer entre les deux et tout, c'était pas toujours nickel. Mathieu, il a pété un plomb, enfin c'était l'enfer. La prépa, le matin et l'après-midi chez Burger, on faisait tellement de trucs nous-mêmes que c'était horrible. Donc en fait, on a tout externalisé, tout ça. Alors les pâtisseries aussi. Donc on a le deuxième point, c'est qu'on a externalisé. Et le troisième point, c'est qu'on a créé une centrale d'achat avec 2 restos. Vu qu'il n'existait pas de distributeur bio avec une offre restauration commerciale, on l'a créé nous-mêmes pour nous. Donc on a pris un prestat à Rungis, on a créé une structure juridique et on a acheté en volume, livré à Rungis. Donc ça nous permettait en fait d'avoir des livraisons de volume à Rungis, parce que jusqu'à présent on avait entre 15 et 20 livraisons par semaine, avec des minimums de livraison très importants. Donc ça j'ai pas dit, mais à Choiseul, dans le premier restaurant, on recevait des palettes de 300 kilos de pommes de terre. Qu'on devait mettre où on pouvait. On les mettait où on pouvait dans le resto. Ça débordait de partout parce qu'on n'avait pas le choix. Pareil pour les steaks, pareil pour tout. Et là, tout ça, c'est arrivé en volume à Rungis. Donc là, vous créez une antichambre, en fait. Ouais. Qui nous permet d'acheter plus en volume moins cher. Et ensuite, on fait une livraison avec un camion qui arrive avec tout d'un coup dans le resto. Ça nous a changé la vie, même si la centrale au début était déficitaire. Par contre, en restaurant, ça a optimisé tout. Ouais. Donc, la centrale est déficitaire. Alors juste une question. Est-ce que vous envisagez que cette centrale, elle puisse fournir d'autres personnes au début, ou ce sera jamais l'idée? C'est jamais l'idée, c'est toujours pas l'idée. C'est du sur-mesure pour nous. Ok, c'est pour vous. C'est un outil mis à service du réseau, ce que je viens de franchisé aujourd'hui. C'est un outil unique en France, mais qui est destiné à BioBurger. Parce que tout est optimisé pour nous, en fait. D'accord, ok. Là-dedans, pour l'instant. En tout cas. Ça enlève pas le problème du stockage des pommes de terre, si? Il faut toujours, c'est à Choiseul, tu es quand même obligé de, non? Mais si, ça change tout. Parce que tout est stocké à la centrale. Ah oui, d'accord, ok. Ensuite, enfin même avant, on faisait une commande à la centrale et ils nous apportent juste les cagettes de pommes de terre qu'on veut. Ouais, d'accord, ok. Ok, donc, ok. Ah ben tout, en fait, on est devenu notre propre Transgourmet, quoi. C'est ce que fait Transgourmet pour les boîtes, pour les restaurants, mais en bio. Ok. Et avec Donc vous pouviez calibrer votre approvisionnement. Et ça, c'est un caractère qu'on a eu, c'est qu'on a toujours vu assez loin et assez ambitieux pour pouvoir faire des économies. Par exemple, sur nos gobelets boissons, qui coûtaient cher. En fait, ce qu'on a fait pour gagner des économies, c'est qu'on a appelé le fournisseur de McDo. On lui a demandé un gobelet. Et il nous a dit, en fait, c'est, je sais plus, 8 palettes minimum. On a fait OK. Donc, on a loué la loge des gardiens à côté du resto, à Victoire. On a créé un plancher pour faire un étage dedans. Donc, c'était un espèce de local en long, comme ça. Ouais. On a commandé les palettes. On les a stockées. On a eu 1 an et demi de gobelets ou 2 ans de gobelets. Mais en fait, il y avait tellement un effet d'économie d'échelle que ça valait le coup, le loyer de la loge, plus le petit plancher qu'on avait fait, plus l'achat, ça coûtait moins cher que d'acheter palette par palette, quoi.
Drôle. Par contre, on a été bloqué pendant 2 ans. Mais ça, on l'a fait pour plein de trucs. Ouais. Mais pour le coup, c'est d'un point de vue entrepreneurial, c'est des choix qui sont pas anodins parce que c'est des investissements, ça. En fait, on a toujours été comme ça. On a investi pour l'avenir. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit pour le judo. Le temps long, la construction. Ouais. Oui, mais il faut avoir les capitaux pour le faire. Alors oui. Et les gens qui suivent ou qui font confiance si c'est pas tes capitaux. Exactement. Bah, il faut convaincre. Il faut emmener les gens. Et ça, on a plutôt été pas mauvais aussi dessus. On pourrait revenir pour la suite. On a fait des levées de fonds participatives et tout. On a toujours arrivé à emmener les gens. Dans ces premières années, vous faites rentrer des gens déjà petit à petit dans l'aventure? Ouais. Bah, moi, j'ai toute ma famille dans la boîte. Anthony a toute sa famille, tous nos potes. Ils ont tous mis. Mais là, on se parle de l'entourage. Oui. Mais avec contrepartie? Bah, ils sont actionnaires. D'accord, ok. Aujourd'hui, toute ma famille est actionnaire de la boîte depuis du coup cette période-là, parce qu'ils sont la première levée de fonds en equity, on l'a fait pour l'ouverture du 2e restaurant, donc en 2013. Là, on a levé 130 000 €. Et là, on a fait un prêt bancaire. Et ensuite, entre 2013 et 2017, vu qu'au niveau cash, ça allait pas trop et tout, on s'est refinancé auprès de Saint-Jean, enfin des micro-levées à droite à gauche, pour financer tout ça, justement. Ah ouais, je comprends. Pour financer tout ça, pour financer le cash burn du restaurant, parce qu'il y avait un peu un cash burn, du coup. Et pour financer tout ce que je raconte. Donc ça, c'est l'amont. Donc, je simplifie, mais c'est l'amont. Pour finir sur les produits, il y a l'histoire des boissons. Les boissons en bio, c'était 75 centimes l'unité. Un Coca-Cola, je crois que c'est 25 centimes. Bon, on n'est pas compétitif. Qu'est-ce qu'on a fait? On a arrêté les boissons. Pourquoi c'est cher? Parce que c'est des petites séries, en fait. En bio, il n'y a pas de série, donc il n'y a pas d'effet de volume et ça coûte très très cher. Et donc, en fait, on a arrêté ces boissons emballées. On a créé nous-mêmes nos propres boissons en interne. Donc, on pressait des citrons, on mettait du sucre et on faisait des citronnades. Donc, encore une prépa de maboule horrible, avec des énormes... On a acheté des énormes cubis de 20 litres ou de je sais plus combien qu'on mettait au frigo. Enfin, c'était l'enfer, mais ça nous permettait de voir baisser drastiquement le coût de voilà. Et donc, la seconde étape, ça a été d'industrialiser ça. Et donc, on a trouvé une boîte qui nous a fait des sirops, qui est basée à Agen. On allait les voir. Enfin, c'était toute une histoire. Et ils étaient accoquinés avec un gars qui faisait l'équivalent des machines à boisson qu'à McDo pour le Coca. Donc, c'est une espèce de machine à boisson qui prennent le concentré. Donc, le sirop, donc c'est du citron et du sucre et un tout petit peu d'eau, et qui, au moment de servir, mélange avec de l'eau pétillante ou plate et qui servent. La distinction, c'est que notre sirop, vu qu'il était bio, il est pas stable à température ambiante, donc il devait être réfrigéré. Ça a été un bordel sans nom, mais on a réussi, à mettre ça en place dans le restaurant à Victoire. Donc la machine et tout, hyper artisanal. Et donc se faire livrer que des cubis et c'était beaucoup plus propre. On n'avait plus de prépa à faire. Donc ça nous a coûté je sais plus combien. Ça a été un stress d'enfer. On a dû percer le plancher et tout. Et en fait, ça tient toujours aujourd'hui. C'est qu'on a changé de prestat. Maintenant, c'est un prestat beaucoup plus industriel beaucoup plus compétent, qui nous fait les machines. On a toujours ce fournisseur à Agen, on en a d'autres. Et toutes nos boissons, en fait, t'as pas de coca, mais c'est la citronnade, la limonade, la iced tea, la gingembrade et tout. Et donc, c'est 25 centimes ou 20 centimes. Vous êtes arrivé à retrouver le coût, voilà, en bio. Alors, on est quand même plus cher que McDo, parce que McDo fait la même chose que nous avec du Coca-Cola, puis avec des volumes de maboule. Mais bon, c'est quand même challenging. Et surtout, ça nous a différenciés sur le marché. C'est marrant, nos boissons, elles sont toujours un peu rigolotes. Ça interpelle. Ça, c'est à ce moment-là aussi. Le pain, gros move. Et oui, tu nous racontais qu'il y avait ce problème avec un fournisseur local qui fait que soit il y en a plus, soit il y en a trop, et dans tous les cas, tu perds. On avait changé entre-temps de boulangerie, mais ça allait toujours pas. Et en plus, j'ai oublié de dire, il y avait un problème de constance qualité. Il y avait des matins, le boulanger, je sais pas, il était mal réveillé, ou il était moins bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais les pains, ils étaient trop petits, trop gros, trop cramés, c'était l'enfer. C'était horrible. Il y a des jours, on a fermé parce qu'on n'avait plus de pain. C'était vraiment très stressant. Je sais pas, je vous imaginez, le jour où tu fais une gros chiffre parce que tu sais pas pourquoi il y a du monde, tu peux pas le faire. Parce que c'est imprévu. T'as pas les pains. Et quand tu perds de l'oseille, tu dis, mais je vais pas m'en sortir, en fait. Et là, tu sors dans le métro et tu chiales. Moi, je chialais dans le métro, je me rappelle, à cette époque-là. C'est hyper désespérant, quoi. Soit t'as un manque à gagner, soit t'as une perte de matière. Et oui, et sans compter que quand t'es sur le terrain et que c'est toi qui jettes les pains, en plus, t'as ce côté-là où tu jettes la bouffe. C'est l'enfer. Et donc là, par contre, pareil, on a une solution de dingue qui arrive, c'est qu'en faisant nos recherches, on trouve un semi-indus bio qui fait du pain pour la GMS et aussi pour les magasins SP. Et il nous envoie un échantillon de bun, mais dégueulasse. Pardon Biofournil, mais il était dégueulasse au début, l'échantillon de bun. Et là, pendant 1 an et demi, c'est plutôt Anthony qui s'en est occupé. On travaille la recette avec eux. Et au bout d'1 an et demi, on y arrive. Et alors, qu'est-ce qu'on gagne? C'est que là, on est livré sous atmosphère protectrice. Donc, c'est un pain en sachet de 6 avec un gaz neutre dedans.
Qui te permet de les conserver. Qui permet de les conserver 30 jours, sortie d'usine, et donc arrivé en resto, 20 jours de DLC. Un coût d'achat qui chute, enfin coût de prod quoi, voilà. Ouais. Et pas de perte, pas de rupture, Le jour et la nuit. et une qualité de ma boule. Aussi, on a un pain, mais Et une constance. une constance. Toujours pareil. Alors, alors à chaque nouvelle récolte de blé, il faut faire attention parce que le blé est différent en bio. Donc là, il y a toujours des tests qui se font. Maintenant, on est rodé. Hein. Il y a eu des années où du coup, il y a eu des problèmes. Maintenant, on est hyper rodé avec eux. On est vachement en amont sur le nouveau blé, etc. On est main dans la main. Oui. Ce qui est génial, hein, c'est que tous ces fournisseurs bio, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a des gens qui ont une autre vision du business. Ouais. On est tellement dans la confiance. Impliqué. Ah ouais, mais on s'éclate, quoi. C'est des gens passionnés, quoi. Et alors oui, on fait du business et on négocie. Mais en fait, on se fait confiance, quoi. Pendant le Covid, mais on s'est tellement donné des coups de main les uns pour les autres. Mais moi, j'ai une relation là avec l'amont dans la bio, mais je suis passionné, quoi. C'est des gens, mais c'est extraordinaire. C'est un autre monde, vraiment. C'est génial, ça, pour le coup, Parce c'est qu'ils le... sont, je sais pas comment expliquer. On est tous un peu bisounours, quoi, mais on fait les choses bien, quoi. Et donc eux, ils y ont cru. Et après, donc on a mis ce buns en place. Donc en plus, c'était la recette qu'on voulait. C'était entre le pain américain et le pain français, c'est-à-dire un pain boulanger, mais pas trop, et un pain en mode brioche, mais pas trop non plus. Vraiment entre les deux, tu vois. Et puis eux, donc ça leur a permis de mettre ce pain au point. Ils ont fait d'autres recettes side à la nôtre, qui commercialisent maintenant. Si vous allez chez Auchan et que vous prenez le pain, je crois que c'est leur marque chez Auchan, c'est Angélus, ou c'est pas le nôtre, mais c'est tiré du nôtre, quoi. Et donc ils ont créé une ligne buns. Et en fait, ça, il y a beaucoup de fournisseurs qu'on a pu accompagner là-dessus et qui ont gagné à la recherche que vous voilà. avez fait avec eux, quoi. Voilà. Et ça, on l'a fait aussi pour le fromage. On l'a fait pour pas mal de trucs. Donc il y a un game changer. La boisson, c'est un game changer. Le pain, c'est un game changer fort, mais aussi plein d'autres choses un peu plus marginales. La pomme de terre, on a trouvé notre fournisseur Nora Bio, et maintenant ils plantent pour nous la variété qu'on veut. Ils nous calibrent ce qu'on veut, donc on voit très loin avec eux. Enfin maintenant, on est parti sur un truc. Tu vois, on a vraiment structuré tout ça. Ouais. Ça a pris combien de temps de mettre tout ça à plat, tous ces process? Parce que là, on s'est parlé d'approvisionnement. 3 et 4 ans. 2013, on a ouvert Resto, donc non, on a commencé à se poser des questions en 2014, et on a ouvert notre première franchise en 2017, donc tu vois, c'est dans cette période-là, quoi. Ok. Après, ça a toujours évolué depuis, hein, mais ouais, bien sûr, on s'est posé à ce moment-là. Donc ça, c'est juste l'amont. Ouais. Après, il y a le restaurant. Je vais essayer d'être un peu plus rapide, mais dans le restaurant, en fait, on était déjà bien organisé, mais on a amélioré cette organisation. Alors la spécificité, c'est qu'on fait tout à la demande. On cuit notre tout. Il y a aucun steak qui est envoyé en s'il cuisson. S'il est pas commandé. Ouais, s'il est pas commandé. Ça, même en plein rush, ça, je pense qu'on est un des seuls à le faire. Ça nous permet d'avoir un super bon produit. Et du coup, on s'est organisé pour continuer cette promesse, mais en étant beaucoup plus productif. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir embaucher la manœuvre, n'importe qui, en fait, dès lors qu'il est motivé et sérieux, et de lui apporter le savoir-faire, et que les personnes en restaurant se posent le minimum de questions possible pour que ce soit une constance qualité maximale, et qu'il y ait aussi des conditions de travail qui soient OK. Dans la restauration rapide, c'est pas facile. Que ce soit simple, quoi. Tu vois. Ouais. Et ça, on a vraiment continué. Et c'est passé notamment à ces périodes-là par l'édition d'un logiciel pour nous, qu'on a créé nous-mêmes. Moi, je me rappelle avoir dessiné je te retrouve, on a fait un dessin, on voulait avoir un écran comme ça, avec un système de salve qui nous est propre, qu'on a mis au point à Cantoni. Et en fait, on a travaillé avec Zelti, qui est un gros logiciel de caisse aujourd'hui, mais à l'époque, il démarrait. Et ils l'ont fait pour nous. Ce logiciel, donc c'est en copropriété avec Zelti. Mais là, du coup, oui, voilà, c'est ça. Ça te permet quoi de gérer plus facilement le process de commande et c'est intéressant. Le détail, c'est en gros la personne qui rentre en caisse la commande. Donc maintenant, c'est des bornes, mais à l'époque, c'était la caisse. En fait, au lieu qu'en cuisine sorte, je veux un pepper frites. Ouais. En fait, aux différents postes, il va sortir une information ciblée. Et donc, la système de salve, c'était notamment pour les steaks. En gros, on définit un mode, c'est-à-dire un nombre de personnes qui travaillent dans la cuisine. Et ce mode va déterminer un temps et un nombre de steaks à envoyer maximum. C'est-à-dire que du coup, t'as un chrono qui part, t'as la commande qui arrive, t'as un bouton qui s'agite, t'appuies sur le bouton et là, t'as la commande qui s'affiche. Mais le bouton se gèle, là. Il se gèle pendant 30 secondes, 60 secondes, 90 secondes. Et donc, l'opérateur fait son steak. Et dès lors qu'il se dégèle, entre-temps, il y a d'autres commandes qui arrivent. Ouais. Il appuie sur le bouton et là, va s'afficher le nombre de commandes qui sont arrivées depuis que le bouton a été gelé dans la limite d'un certain nombre. D'accord. Comme ça, en fait, ça fait quoi? Ça fluidifie le trafic. Et l'opérateur, il a pas besoin de se poser de questions de qu'est-ce qu'il lance quoi. Il lance ce qu'on lui dit de lancer. Et il est monotache.
et il est monotache. Parce qu'il y a ce gel du bouton, donc quand il a un truc, et il ne débloque que la tâche suivante qu'une fois que... Et il peut se concentrer sur cuire bien le steak, etc. En fait, il se pose pas de question d'anticipation de combien il doit lancer en fonction du nombre de clients qui arrivent et tout. C'était l'enfer parce que parfois on voulait aller vite, donc on envoyait t'essaies plus. de prendre de l'avance, mais en du fait, coup tu plantes. Nous, dans le grill, en fait, il se trouve qu'on a un grill avec rabat, donc quand tu lances un rush, tu peux pas rajouter un steak en plus. C'est pour ça, en fait, c'est parce qu'on a des salves de cuisson. Et en fait, on a industrialisé le truc, tout simplement. Et ça, on l'a fait aussi du coup pour les frites, pour le post frites, et pour le post par contre garniture. Là, c'est one by one parce qu'il y a pas besoin de faire de salve parce on peut les faire un par un. Donc on envoie le pain quand on reçoit une commande. Et lui, alors chacun évidemment reçoit l'information. Hein. Le gars qui fait les garnitures, il reçoit la recette du burger. La personne qui est aux frites, évidemment, elle reçoit juste la friture. C'est classique. Chacun reçoit son truc. Il y a un système de tickets qu'on a mis en place avec un système on a fait faire une espèce d'assiettes en aluminium dans un rail sur mesure, dans une table de prod qu'on a dessinée nous-mêmes, que j'ai dessinée sur SketchUp, avec tout ce qui allait bien, les racks et tout. Et en fait, ça permet en une seule fois de pousser, et tu pousses tous les burgers de la ligne en un seul mouvement, parce qu'avant, on poussait à chaque fois un par un comme ça. Là, en un seul coup, tu fais avancer les burgers sur la ligne. C'est chaque geste, quoi. Pareil, on a structuré toute notre cuisine pour que tu aies le minimum de pas à faire. Enfin, tout ça, ça a été pensé jusqu'au bout. Donc, la cuisine à Victor, elle a changé 100 fois. Tout a changé 100 fois. Victor. Mais c'est drôle parce que là, ce que tu racontes, c'est le fantasme qu'on a tous dans l'idée de l'entrepreneuriat avec McDonald's, avec la rationalisation, les temps passés, les postes. Mais McDo, ça a été notre principale source d'inspiration. Ouais. En fait, nous, on veut faire McDo en bon pour la planète et pour la santé, quoi. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. C'est ce qu'on veut faire. Ouais, mais il y a ce kiff aussi de la structuration. Oui. Complètement. Du process. Et alors, les process McDo, donc moi j'avais bossé, je t'ai pas redit, mais j'avais refait du coup 6 mois en mode benchmark en 5e année. Mais là, c'était un mode espion. Ouais. Et en fait, on s'est vachement inspiré donc du coup de leurs pratiques, mais on les a vraiment adaptés aux nôtres. Enfin, bien sûr. L'écran dont je te parle, ça ils ont pas, etc. Par contre, on a le même grill qu'eux, on a les mêmes friteuses. Et pareil, on parlait d'investissement. Nos cuisines, notre grill, il coûte une fortune. Mais en fait, ça nous permet derrière d'avoir une constance qualité et une productivité qui est dingue. Ouais. Parce que c'est un rabat qui vient se mettre. Pareil, le grill, on l'a trusté aussi, la façon de faire fondre le fromage. On a détourné la façon d'utiliser le grill pour pouvoir faire fondre le fromage. Enfin. Donc, il y a tout ce process production. Et si je suis ensuite la chaîne de valeur, la distribution. Donc, à l'époque, on a optimisé tout le poste d'envoi. Il y a moins de choses, on va dire, de rupture, mais c'était vraiment une rationalisation, pareil, de la préparation des plateaux, du froid, etc. Logiciel de caisse aussi, qu'on a beaucoup bossé pour qu'il y ait un minimum de touches à taper pour l'équipier. Et c'est génial, c'est hyper excitant ces trucs de quand vous avez dû vous prendre la tête. Ah mais non, mais regarde, on enlève. Ce qui est génial, c'est que tout ça, pourquoi on l'a fait? Parce que on revient de la genèse. On s'est mis 2 contraintes dans la gueule. Le 100% bio et le prix. Si on n'avait pas eu ces contraintes, en fait, on aurait gagné l'argent facilement, on aurait développé, on aurait ouvert des restos. Et 10 ans plus tard, on serait retrouvé à se dire ce qui se passe dans certaines enseignes. Ah merde, j'ai un problème de constance qualité, j'ai un problème de rentabilité, j'ai rien optimisé. Et en fait, heureusement qu'on s'est mis ces contraintes parce qu'en fait, on a galéré. Et ça vous a fait serrer les choses dès l'origine. Exactement. Ouais. Et en fait, ça, c'est un truc incroyable. C'est que c'est devant l'adversité, c'est quand on est sur le fil du rasoir qu'on est performant. Ouais, t'es obligé de tout serrer. Moi, j'ai un truc que j'ai dit souvent, c'est tu t'empâtes quand t'es pas sur le fil du rasoir. C'est un truc de trailer, là, de Scott Jurek. Je le répète à mes équipes, c'est qu'il faut tout le temps être sur le fil du rasoir. C'est pas agréable. Mais en fait, c'est là où t'es performant, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Par contre, on aurait pu crever 100 fois, hein. Entre-temps. Ouais, non, mais 100 fois. Moi, à cette époque-là, je faisais mon plan de trésorerie à la journée. Tous les jours, je faisais mon plan de trésor parce que je savais pas comment j'allais payer demain mes fournisseurs, quoi. C'est pour ça que je pleurais dans le métro aussi, notamment. Épuisant, le truc, quand même. C'était l'enfer. Et Anthony, on a vraiment chié, quoi. Et c'est pas pour faire genre, hein. C'était vraiment une période difficile. Et en même temps, t'avais la satisfaction des clients. Heureusement que vous avez le service, en fait, parce que les gens disaient, c'est trop bien. Heureusement que t'as ça, quoi. Mais franchement, et heureusement qu'on était bio aussi, parce que la bio nous a permis de se lever le matin. Et il y a plein de fois, on s'est dit avec Anthony, si on faisait pas de la bio, on reviendrait aussi sur ce côté-là, c'est qu'on aurait arrêté. Moi, je sais, moi, aujourd'hui, pas eu cette valeur en plus, voilà. Donc, du coup, l'aval, c'est terminé avec les bornes, mais ça, c'est bien plus tard. Mais ça termine quand même notre process, les bornes qu'on a mis en place, toujours avec le même dynamique. Beaucoup d'investissements. Ça nous a coûté une fortune avec notre prestat. On a pris le meilleur prestat. On a passé, là, pour le coup, c'est nos équipes avec François et Blandine, notamment, qui ont bossé dessus. On a fait le meilleur parcours client adapté à nous possible. On n'a pas cherché à faire un truc standard. On fait jamais du standard, en fait. On fait sur mesure, ce qui nous coûte une fortune. Un peu trop, d'ailleurs. Mais du coup, on a un parcours client de ma boule. Et quand les bornes sont arrivées, on a fait plus 8% de panier moyen.
Et on a la fidélité. Et on a, voilà. Donc ça, c'est plus tard, hein. Ça, c'est arrivé, les bornes en 2022. Mais ça vient finir cette chaîne de valeur. Voilà. On sent que vous avez eu à cœur de tout lisser, en fait. On a l'impression que ce que tu décris aujourd'hui, c'est une espèce de chaîne, mais ouais. C'est du lean management, ouais. C'est du lean management. Et à côté de ça, est arrivé aussi, mais un peu plus tard, la rationalisation de l'organisation du travail avec la modulation du temps des heures, ce que fait McDo, pour pouvoir avoir des équipes que tu prends avec un contrat fixe, mais chaque mois, en fait, chaque semaine, ils ont un contrat de 15 heures, ils peuvent embaucher 18, puis la semaine d'après 12, etc. C'est très encadré, hein, faut respecter plein de choses. Ça nous permet, en fait, de s'adapter à la demande. Et donc d'avoir un taux de chiffre d'affaires par heure travaillée, c'est un KPI qu'on regarde tout le temps, optimisé. Et là, je sais plus, sur l'enseigne, on doit être à 70 ou 75 euros en moyenne, hein, ça dépend de chiffre d'affaires par heure travaillée. Et donc ça, c'est vraiment la dualité entre la productivité, les conditions de travail, et aussi, là, on parle beaucoup dans la restauration du problème de recrutement, bien sûr. qu'on n'a pas. On n'a pas ce problème. J'ai beau redemander dans nos équipes, on n'a pas ce problème. Et je pense que ça vient du fait de tout ce que j'ai raconté, c'est-à-dire que, mais ça, McDo le fait aussi, et c'est mise en valeur par le fait qu'on a, je pense, ces convictions, ce sens du 100% bio, et aussi un management aussi historiquement toujours basé sur la confiance et la bienveillance, mais alors il était vachement galvaudé ce mot. Ouais, c'est compliqué de dire ça aujourd'hui parce que c'est chiant, je peux plus dire ça, mais c'est vraiment vrai en fait. Ouais. On fait confiance à nos équipes. Et donc ça, c'est pour le côté, on va dire, optimisation, vraiment KPIs RH, tu vois. Et donc la marge, évidemment, a augmenté parce qu'on a baissé nos coûts. Enfin, tu vois, on a tout rationalisé. Donc le PNL était bon. Donc en 2017, on s'est dit, putain, mais là, on a bien bossé. On a créé en fait un savoir-faire là, un vrai savoir-faire. Et peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui seraient intéressés. Ah bah tiens, on va peut-être faire de la franchise. Et bim, en franchise. Et là, le premier franchisé, c'est notre Romain André national, que j'adore. Donc Romain André, j'ai oublié de parler de lui, c'est dingue que j'ai pas encore parlé de lui à ce moment-là du podcast. Mais Romain était un gars de l'EDC qui est arrivé faire son stage chez nous lui aussi, mais 1 an plus tard. C'est lui qui était en photo sur le 20 minutes. Et donc il a fait son stage, ensuite il voulait ouvrir un restaurant rapide italien qu'il n'est pas arrivé à faire. Il est revenu chez nous, il a dirigé Choiseul et Victoire, nos 2 premiers restaurants, pendant justement cette période-là aussi. Il était à nos côtés. Donc en fait, il a construit avec nous. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on va ouvrir une franchise? J'ai eu l'idée de lui dire, en fait, Romain, est-ce que tu veux ouvrir notre première franchise? Il n'y a pas meilleur que toi pour, tu connais tous les rouages. Le mec a ouvert Montorgueil, derrière il a ouvert Le Marais. C'est le franchisé qui performe le mieux en termes aujourd'hui de KPIs. Il a été représentant des franchisés pendant 3 ans. Et il est toujours là. Voilà. C'était super. Alors, évidemment, il a pris mais tellement de pots cassés. Je me rappelle, pour l'ouverture de son restaurant, on avait à nouveau refait l'identité visuelle. On n'en a pas parlé, mais ce qu'on a oublié de faire pendant cette époque-là, c'est toujours pareil, hein, marketing. La com et tout ça, bien sûr, Ça, on l'a fait il y a pas longtemps. Et donc, on avait un nouveau concept, mais qui était moyen. Et il y avait des néons dans ce concept, des néons jaunes. Moi, j'étais allé valider avec la boîte, la couleur du néon dans un entrepôt. Et puis, quand Romain a mis ses néons, il m'a dit, Louis, viens voir. Et là, j'arrive, c'était rose. C'est bon, ça. Et là, j'étais là, mais putain, mais Romain, mais je suis tellement désolé. Et là, franchement, il dit, écoute, c'est pas grave, c'est comme ça. Et Romain, il a toujours été comme ça. Écoute, c'est pas grave. Il savait qu'il allait payer les pots cassés. Il en a payé, hein. Et il nous en a apporté aussi énormément. Du coup, beaucoup d'échanges, que ce soit avant ou après qu'il crée sa franchise. Enfin, toujours aujourd'hui. L'autre jour, il a fait, au dernier séminaire, il a fait une démonstration à tout le monde de la façon dont il avait de gérer justement ses plannings. Donc ouais, gros, voilà, c'est un truc évident que je dis, mais l'entrepreneuriat, c'est des rencontres, quoi. Qu'est-ce qui nous a permis d'ouvrir ces portes? C'est des rencontres à la fois pour les franchisés, des salariés, des fournisseurs qui nous ont fait confiance. Ça me fait faire le lien, et je reviens parce que c'est le thème juste avant. Il y a une rencontre avec Elivia, et donc Unebio, ce qui nous fournit les steaks hachés. Aujourd'hui, c'est Elivia qui transforme et qui achète auprès d'Unebio, qui est la plus grosse coopérative d'éleveurs de bœuf bio. Aujourd'hui, on passe plus de 1% du bœuf bio français. En France, BioBurger, tout confondu. Hein. Donc on est quand même assez important parce qu'on fait quasiment que ça. Et à l'époque, quand on n'avait pas ouvert encore Victoire, j'arrive à rentrer en contact. En fait, on voulait bypasser nos distributeurs. C'est toujours pareil, on était déjà dans une optique... on était en surgelé haute pression à l'époque. Hein. Donc le steak haché du supermarché un peu dégueu, hein, faut me le dire. Hein. Et donc on contacte Elivia. Un gars que nommé Cyril Carville vient à Choiseul. On n'était personne. On avait 1 an d'ancienneté. Et on discute, on prend un café, on s'en rappelle très bien. Et là, le gars ne bossait que avec Quick en direct. Et donc, il s'occupait du steak haché surgelé chez Elivia.
Et il nous dit, OK, banco, je squeeze l'intermédiaire. Désolé pour l'intermédiaire. Et je vous livre en direct, mais du coup, des palettes de 1 tonne, ou non, pas 1 tonne, mais des palettes entières quoi, de steak haché surgelé. Donc pareil, on a acheté des congélateurs du coup. Ce qui était bien, c'est que le distributeur permettait d'avoir des peu de colis, mais là, il fallait toujours pareil, toujours même. Mais il a accepté. Et maintenant, on passe 1%. Donc autant du bœuf total. Hein. Donc autant dire que pour Unibio et Livia, je sais plus combien on représente, mais je crois que, je dis pas de bêtises, je crois qu'on a 10 ou 15% du bœuf bio des Livia. Enfin, donc le gars, il a mis le doigt, enfin, on lui a donné raison, quoi. Et lui, donc lui, après, il est parti, et nous, on est passé en frais. On est passé en frais quelques années après, mais avec Olivia. Ah oui, pardon. Et donc, quand il a accepté, ça donnait quoi? C'est qu'on est passé en basse pression, tout de suite, toujours surgelé, basse pression, et c'était moins cher. Qualité, prix, toujours pareil, d'un coup. Et après, on est passé en frais. Pareil, on a vu avec les volumes, on a réussi à baisser les prix et à avoir quelque chose de plus qualitatif et de plus rapide aussi, parce que c'est beaucoup plus rapide de cuire du steak frais, et c'est 100 fois meilleur. Surtout sur le bœuf, sur le frais par rapport au surgelé, c'est sans commune mesure. Donc pareil, je balance l'anecdote là parce que ça fait partie de la construction. Le pain, le steak, les boissons, les frites, voilà. Et donc 2017, donc ouverture. Et depuis 2017, on ouvre tous les ans des restaurants franchisés ou propres. Donc on a choisi cette stratégie de faire les deux. D'accord, vous avez cette volonté de développement parallèle. Oui. Vous en êtes à combien de restaurants en propre? Propre 11, bientôt 12 dans le mois prochain. D'accord. Et franchisé, du coup 15 et bientôt 16, parce qu'on va ouvrir aussi Toulouse. Alors il y a Metz et Toulouse qui arrivent. Donc on a ouvert on a 26 restaurants à date ouverts, on en a fermé un, Clermont-Ferrand l'année dernière, c'est le seul qu'on ait fermé aujourd'hui. Le tout premier, Choiseul, on l'a fermé parce qu'il correspondait pas à notre concept. Il était sur 3 étages, ouvert que le midi, donc on l'a fermé en 2018 et le lendemain, on a réutilisé tout le matériel, on a ouvert Gobelin à la place. Donc en fait, on l'a pas fermé, on l'a un peu transféré. On l'a déplacé, ouais. Et ouais, donc propre et franchisé, parce qu'en fait, les deux nous apportent beaucoup. La franchise nous permet de valoriser notre concept, notre savoir-faire, de développer plus vite, c'est pas capitalistique. Le propre nous permet de profiter de ce business model qui est maintenant intéressant et de capitaliser. Et en fait, la tête de réseau qu'on a créée, j'y reviendrai, est supportée par le mix de ces deux business models. Et donc en 2017, 2016-2017, on a créé notre tête de réseau. Donc on est sorti des restos un petit peu, on a pris des bureaux, quoi. Voilà, Anthony, moi, on avait Doreen qui était stagiaire graphiste, qui est toujours graphiste chez nous, mais maintenant plus en stage. 1er janvier 2017, il y a François Auger qui arrive stagiaire EDC. Et en août arrive Charlotte Gibaud, donc stagiaire EDC, qui sont toujours chez nous aujourd'hui. C'est les 2 premiers salariés temps plein qui faisaient couteau suisse. Aujourd'hui, François Auger, il est general manager des Deux Burgers. Ça fait 8 ans qu'il est chez nous. Et donc, il s'occupe en fait c'est le directeur de la tête de réseau, quoi. Et Charlotte, elle s'occupe des achats et du développement produit. Donc, elle a fait les RH et tout. Maintenant, elle supervise 3 personnes. Elle gère la centrale, le développement produit, du coup, qui est lié à la centrale parce que historiquement, avec toutes les contraintes qu'on a, on l'a préféré pour l'instant lié aux achats qu'au market. Et voilà. Après, je pourrais parler de tous les collaborateurs, mais là, sont arrivés à tête de réseau au fur et à mesure des gens qui sont restés longtemps. On a Bruno Thiron, qui gérait 4 ou 5, je sais plus, franchises McDo à Angers, qui était un ami du meilleur pote de mon cousin, bref, qu'on a rencontré. On a eu une super rencontre humaine et on a réussi à l'emmener avec nous. Et donc, il gère aujourd'hui tout l'opérationnel BioBurger, donc de tous les restaurants. En dehors de l'effectif sur les restaurants, il y a combien de personnes chez BioBurger? Alors, en dehors des gens sur le terrain, je veux dire. Hein, là, on est une vingtaine à la tête de réseau. D'accord. On est une vingtaine. Et après, dans le restaurant, t'as 10 équivalents temps plein et en moyenne 18-20 personnes par resto. D'accord. Voilà. Donc en tout, en propre, on est 220, je crois, 240. Et sur le réseau, on est 550 à peu près personnes. Okay. Après, c'est du développement. Mais c'est du développement. Après, j'ai aussi, sur le business model, on n'a jamais cessé de continuer à le développer. Même si la croissance coûte. Et forcément, quand tu t'occupes du développement, tu t'occupes moins de tout ça. Et là, on s'en rend compte. On a ouvert 5 restaurants en 2022, 5 restaurants en 2023, 6 en 2024. Et là, on réaborde une année, on se remet les mains dedans, là. On se dit, on a perdu, en fait. On s'est trop éloigné? Non, on s'est pas éloigné, mais au fur et à mesure, tu perds quand t'es pas sur le fil du rasoir, toujours pareil. Et sur ce point-là, on était sur le fil du rasoir sur le point du dev, mais on n'était pas sur le fil du rasoir sur le point de la rentabilité, la performance du business model. Du coup, là, on s'y remet. Et c'est hyper intéressant parce qu'on a beaucoup plus de moyens. On l'a jamais vraiment abandonné, mais là, c'est vraiment un des objectifs de cette année. C'est remettre un petit peu
de la productivité là-dedans. Et aussi, il faut, avec 27 restos, en fait, c'est pas du tout la même chose qu'avec 2. Ouais. Là, c'est l'autre défi de l'entrepreneuriat. Je te parlais de la sortie là, de l'opérationnel. Maintenant, c'est la gestion du développement de déléguer et que chaque restaurant ait un niveau standard minimum. C'est super dur, mais c'est super intéressant. Là, on a vraiment une charnière entre 20 et 30 restaurants. On devient une grande enseigne. En même temps, on est encore quand même assez petit. Enfin, tu vois. Et ça, c'est passionnant. Et maintenant, on a des équipes en tête de réseau qui s'occupent de gérer ça. Enfin, on devient vraiment entrepreneur. Et c'est vrai qu'on a plus les pieds dans le cambouis, moins. Enfin, et on essaie quand même de le garder. Là, Anthony, il passe ses journées en ce moment dans un des restaurants pour faire de l'innovation, par exemple. Là, à date, là. Donc, c'est intéressant pour justement innover. Comment faire pour avoir le pulled pork. On a un problème sur le pulled pork aujourd'hui, je le dis. Là, on a du pulled pork, on a une super filière de porc. Petite anecdote, on l'a mis en place parce que la filière porc bio avait besoin de valoriser ces morceaux-là. Ils nous ont proposé ça, on a trouvé ça cool, donc on fait du pulled pork, c'est de l'épaule. Qui est une super idée parce qu'on adore ça. Qui n'aime pas le pulled pork. Il est bien le pulled pork, mais on a dû enlever une partie de la sauce parce que sur le grill en fait, il dessèche. Enfin, ça gratte sur le grill après. Tu vois, il y a des dépôts, ça attache. Ouais. Du coup, notre pulled pork, il est bien, mais il est pas ouf. Ça, c'est typique Bio Burger. C'est qu'on s'est tellement mis de contraintes de la rapidité, le prix, la bio et tout, que du coup, c'est difficile de faire du développement de produit. Donc maintenant, il faut retrouver retrouver cette gourmandise sur le pulled pork en réglant le problème de... Du coup, Anto bosse sur du bain-marie, à intégrer sur notre ligne de prod dans les 27 restos. Pas facile, mais sur le bain-marie, il y aura plus de problème. On pourra servir le pulled pork. Et peut-être qu'on arrivera et que dans 6 mois, 1 an, on aura un pulled pork qui défonce. Et tout est comme ça. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir de fromage fondu sur notre poulet. Je te passe les détails, mais on peut pas. Ouais. Mais demain, peut-être qu'on pourra. J'adore, j'ai discute pas mal avec Graphite Pianway. Et ce que j'aime bien, c'est que eux et Rudy, ils se posent la question de se dire comment on fait le meilleur burger possible. Puis derrière, le process, le prix, tout ça, ça suit. C'est des restaurateurs. Mais tu vois, c'est assumé et c'est leur truc. Et ils font des burgers de dingue. Nous, on se dit comment on fait pour avoir un burger 100% bio et à ce prix-là, le meilleur possible. C'est-à-dire qu'on se pose 2 contraintes. Et dans ces contraintes, on essaie de faire sortir ce qui est possible. C'est vraiment 2 approches complémentaires, différentes. Ça, et c'est vraiment la nôtre aujourd'hui. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Et derrière tout ça, ce que je voulais dire tout à l'heure, du coup, j'y reviens parce que c'est super, méga important. Donc je reviens à la genèse du 100% bio. Donc nous, on a vachement évolué là-dessus. Alors voilà, je veux qu'on finisse là-dessus. Il faut que tu nous dises où on en est aujourd'hui de ces valeurs-là, parce que quand on part au front avec une idée animée par ces valeurs, en l'occurrence, on se parle d'environnement, mais pas que. Enfin, le bio, ça c'est transversal, donc ça raconte beaucoup d'autres choses. Quand ça passe par le prisme de l'entrepreneuriat, par toutes les aventures que vous avez menées, au bout de tout ce temps aussi, de toutes les contraintes que vous avez essuyées, on en est où, chez BioBurger, de ce rapport à cette volonté originelle? Elle s'est décuplée, elle s'est amoindrie, elle s'est déployée. Elle s'est complètement déployée. Alors, j'ai oublié de le dire, mais au-delà du 100% bio, on a ajouté des attributs. Ouais, on est passé en tout compostable avant la loi qui est arrivée, donc on a dû revenir en arrière pour faire du réutilisable, ce qui est très bien aussi. On n'a pas d'eau en bouteille, donc on fait là, je t'ai parlé des boissons, mais un jour on a réussi avec ce système-là à faire de l'eau microfiltrée plateau gazeuse, donc il n'y a pas d'eau en bouteille dans nos restos. On respecte les saisonnalités, pas de tomates en hiver, pas d'avocat en été qui vient du Pérou. Et on a une carte, j'ai pas parlé de la carte végétarienne, on a la meilleure carte végétarienne du marché parce qu'on a fait des végétariens, il y a 4 recettes dédiées. C'est pas juste un ersatz, c'est une vraie recette et qui existe en tant que telle, pas parce qu'elle est végé, parce qu'elle est juste bonne, comme le rustique qui est c'est de camembert au beurre pané. De camembert pané. L'idée c'est quoi? C'est qu'il y ait plein de gens qui bouffent du bœuf, qui en fait prennent ce burger-là parce qu'il leur donne juste envie, donc passer par l'envie pour avant tout, consommer mieux, mais en passant par l'envie. Et ça fait le lien avec ce que tu me dis. En fait, l'âme de BioBurger aujourd'hui, c'est de participer à la transition écologique, mais par le plaisir et sans contrainte. C'est-à-dire qu'on estime que les clients, les consommateurs, etc., peuvent faire des efforts, mais de manière marginale. Les entreprises doivent proposer des solutions. Et proposer une solution, c'est quoi? C'est proposer un produit qui soit compétitif sur le marché. Faut pas qu'il soit plus cher, faut pas qu'il soit moins accessible. C'est pas possible. Faut qu'il soit compétitif, mais qu'il intègre cette verticale de transition écologique. Après, elle peut se traduire sur plein de formats, on peut en débattre. Nous, c'est le 100% bio. Notamment, après, il y a tout ce que je viens de dire, mais le principal, c'est 100% bio. Et l'idée, c'est que les gens qui viennent chez nous, et donc on retrouve le 100% et le pas cher, c'est rapide, c'est bon, c'est pas trop cher.
Pour info, au niveau du prix, oui, on est plus cher que McDo, mais on est toujours 20 à 30% moins cher que nos concurrents en moyenne. Ouais. Big Pharma et compagnie. Qui, eux, sont partis sur des prix très élevés. Bon. Donc c'est bon, c'est rapide et c'est pas cher. Et tu manges 100% bio. On est la seule enseigne aujourd'hui de restauration à faire du 100% bio au niveau national. Il y a évidemment des restaurants indépendants et encore heureux, mais il n'y a pas de chaîne. Ouais, bien sûr. Ce qui est assez dingue d'ailleurs. Et donc ça, c'est l'âme de BioBurger, c'est cette transition écologique-là, positive et sans contrainte et plaisante. Et donc le VG, c'est typiquement ça. Moi, on a fait 20% de VG aujourd'hui grâce à on n'a pas 20% de clients végétariens. Ben oui. On a 3 ou 4%, je crois. Mais on fait 20% de VG. Mais c'est la grande leçon de la restauration et de la modernité de ces discours-là. Il y a des restaurants qui sont 100% végétariens aujourd'hui et qui ouvrent sans le dire. Voilà, exactement. Et en fait, on s'en fout. On s'en fout. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? C'est pas bon. Et encore une fois, à la fin, au fait, c'est végé. Et peu importe, voilà. On s'en fout. C'est pas le discours premier. C'est pas le propos. Alors c'est le plaisir qui guide le truc. Moi, je prends l'exemple de la pizza 4 fromages. Enfin, elle existe depuis bien avant qu'on dise. Et c'est végétarien. Et on se jette dessus avec plaisir, mais en fait, c'est végétarien et c'est pas le sujet. C'est ça le végétarianisme. Et ou le flexitarianisme. Pour nous. Et on essaie vraiment de continuer dans cette voie-là. Et donc ça, c'est vraiment notre mission. Et pour notre engagement, en fait, nous, on a compris de plus en plus que c'était vraiment la bio au fur et à mesure des années, en fait. Moi, j'ai rencontré énormément d'agriculteurs qui travaillent pour nous indirectement, les coopératives. On a été invités aux 20 ans de la coopérative Unébio avec Charlotte. C'était génial, on a parlé avec les agriculteurs et tout. Et franchement, il y a beaucoup de débats sur l'agriculture, etc. aujourd'hui, mais moi, de ce que j'en vois, mais je suis tellement engagé dans le discours que j'entends sur ces gens qui font de la bio et tout ce qu'il y a derrière. Alors on pourrait faire un podcast dessus. Ouais, c'est un sujet. Ouais. C'est un vrai sujet, mais moi j'ai vu des gens qui vivent bien de leur métier. C'est vrai qu'ils sont très techniciens en bio, parce que c'est des mecs qui se prennent la tête en fait pour arriver à faire avec des contraintes. C'est sûr que c'est plus dur, ça c'est clair, mais par contre ils arrivent à faire des trucs de dingue. En moyenne, ils vivent bien, ils protègent leur sol, ils sont hyper engagés. Et derrière, t'as envie de bosser pour eux, quoi. En fait, la filière amont, mais moi quand j'ai appris qu'on faisait 1% du bœuf bio français, mais j'ai halluciné, j'ai dit mais c'est ouf. Pareil sur le pain. Alors le pain et les pommes de terre, c'est des marchés plus gros en bio, mais quand même notre raison d'exister en fait, c'est qu'aujourd'hui on a un débouché unique pour la bio. Donc ça c'est la finalité de la réponse à ta question, c'est que si on n'était pas là, tout ce qu'on vend ça basculerait en conventionnel. Alors que si je sais pas moi Biocop Ferme, je dis n'importe quoi. Biocop c'est quand même gros, mais ça sera quand même bio, mais il y aura beaucoup qui transférera à Naturalia ou compagnie ou la Vie Claire. Aujourd'hui, nous, il n'y a pas d'alternative. Et donc, on vient piquer des parts de marché au conventionnel pour la bio. Donc, on développe la filière. Et en fait, c'est ça notre raison d'être. C'est de développer la filière bio avec un axe qui n'existe pas ailleurs. Dans un axe, donc dans la restauration, ça n'existe pas. Et en plus, dans le burger. Enfin, ça n'existe pas. C'est très marginal dans la restauration, encore une fois. Vous avez ouvert une brèche. On a ouvert une brèche. 1% de l'offre de restauration est bio aujourd'hui. C'est dramatique. Et 6 à 7%, c'est en GMS c'est 6 à 7%. Donc en fait, il y a un retard énorme que l'agence bio sur lequel l'agence bio commence à travailler. Donc en collectif, c'est un peu mieux. En restauration collective, en commercial, donc on commence. Alors on va aller sur le salon d'agriculture à l'agence bio, et je vais aussi aller sur le stand de l'ADEME, voilà, pour parler de ça, pour essayer de convaincre des restaurateurs de s'y mettre, etc. Ouais, bien sûr. Pour montrer qu'il y a des solutions, voilà. C'est ça notre raison d'être aujourd'hui. L'engagement, en fait, il s'est renforcé de ouf. Enfin, moi, je mangeais pas 100% bio quand j'ai créé BioBurger. Maintenant, j'ai mon abonnement chez Biocop, et voilà. Et là, oui, ça prend, je sais plus, j'ai calculé au jour, ça prend 17% de mon revenu de manger bio. Avant c'était 30% du revenu moyen des ménages français, l'alimentation. Maintenant c'est 15 ou 10, je crois. Alors je vais pas faire de leçons de politique et tout, mais tout le monde n'a pas les moyens, etc. Mais je suis très engagé là-dedans et j'ai vraiment envie de soutenir la filière et tout ce qu'il y a derrière en fait. Et ça m'amène à un problème qu'on a et qu'on doit résoudre, c'est que nous on s'estime sous-coté sur le marché. Ça revient à l'histoire du marketing. J'ai pas le temps d'en parler, hein, mais on a mis beaucoup de temps à mettre au point notre image. Qui on était, le branding, on l'a réussi il y a 1 ou 2 ans, je dirais, on a changé là de branding, etc. Mais maintenant, il faut qu'on le dise. En notoriété, pareil, on est sous-coté, on est sous-connu, et les gens qui nous connaissent, ils ont pas encore compris vraiment toute la valeur qu'il y avait derrière, selon moi. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas été bon sur ces sujets-là, et donc on essaye de rattraper notre retard. Donc là, cette année aussi, non seulement on revoit un peu, on resserre un peu le business model, mais aussi on veut vraiment craquer
cette notoriété et être connu au niveau de ce qu'on devrait être connu. Et c'est notre défaut. En général, les marques sont surcotées grâce au marketing. Nous, c'est l'inverse. Enfin, j'estime que ça veut dire qu'il y a une marge de progression. Et déjà, si vous maîtrisez tout l'arrière, une fois que vous serez plus connu, ce sera l'Eldorado. Je préfère dans ce sens-là. La construction sur le temps long, etc. Il faut d'abord commencer par les fondations. Ouais. Et quand les gens découvriront BioBurger, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, ils seront satisfaits parce que derrière, tout est carré. Exactement. Pas mal. Exactement. Et du coup, pareil, je fais des parallèles avec l'ultra, parce que maintenant, je fais de l'ultra trail, donc après le marathon, ultra trail, machin, et j'aime bien faire des parallèles et j'aimerais bien en faire de plus en plus. Bon, ça devient vachement à la mode et tout, mais je trouve ça vraiment pertinent parce que quand tu pars sur une course longue distance, c'est beaucoup de parallèles avec l'entrepreneuriat. Et moi, j'aime bien un style de course où je parle lentement, je pose les bases, je laisse partir les autres devant. Et à la fin, quand la course s'allonge, en fait, quand t'as posé les bases, tu rattrapes tout le monde. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer, mais c'est à BioBurger. Et c'est pour ça que ces valeurs-là, de temps long, de construction, qui viennent écouter à la récompense au bout de plusieurs années d'efforts, brique par brique, tu vois, pas après pas. C'est vraiment le style BioBurger, sachant qu'il y a quand même un risque, c'est d'imploser en vol. C'est-à-dire que si tu pars trop lentement, t'investis trop, comme on a dit. Tu peux quand même aussi te faire bouffer. Et il faut savoir aussi aller un peu plus vite de temps en temps. C'est le défaut de cette stratégie, mais c'est ce qu'on est, c'est notre identité à nous, quoi. C'est comme ça qu'on arrive à créer de la valeur durablement. Et ça nous plaît beaucoup. Et j'aimerais bien pouvoir mieux exprimer ce truc-là. J'en ai un peu parlé sur les réseaux sociaux. Je fais pas trop de réseaux sociaux, mais je commence à en faire plus. Et ça va un peu à contresens de ce qu'on entend, de la rapidité du moment et tout, de la société d'aujourd'hui. Et je trouve que moi, je prends beaucoup de plaisir personnellement à avoir cette vision-là et j'aimerais un peu plus l'exprimer. Voilà. Bah, t'as raison, parce que c'est différenciant, en l'occurrence. En plus. Mais au-delà de la différenciation, c'est kiffant et efficace, je trouve. Enfin, de mon point de vue. Ouais. Trop bien. Voilà. Merci d'avoir partagé. Merci à toi. J'espère que j'ai pas trop été bavard. C'est trop bien. On est là pour ça, tu rigoles. Merci beaucoup. Merci. Merci Louis d'avoir pris le temps de nous raconter toute l'histoire de cette formidable aventure qui est BioBurger. Soyez fiers, Anthony et toi, de tout le chemin que vous avez accompli, de tout le potentiel que vous continuez de développer chaque jour avec tous vos collaborateurs qui contribuent, eux aussi bien sûr, à l'avancée de BioBurger sur le marché français. Moi, je suis toujours impressionné par ces entreprises bâties à l'envie. Rendez-vous compte là qu'aujourd'hui, quand vous tapez sur la borne de commande votre menu, que vous commandez un bleu du Keras, un avocado bacon, un honey chicken ou un green morbier, il y a tout ça derrière, toutes ces années, tous ces moments de joie à voir les clients venir, revenir, mais aussi tous ces moments de doute là, ces larmes qui coulent dans le métro dont il nous parlait quand on est épuisé parce qu'on porte son entreprise à bout de bras et qu'on espère que ça va prendre. Dites-vous, en dégustant le Big Bébé, que ces gars-là, en plus de vouloir faire, ils veulent bien faire et qu'on peut donc manger vite et bien et bon. D'ailleurs, vite, pas forcément. Moi, cette carte, elle me donne envie de prendre le temps de kiffer le burger que je vais commander. Regardez, ils ont un site avec leur menu bioburger.fr. Merci, chers auditeurs, chères auditrices. J'espère que cet épisode vous a plu. Je suis sûr que, comme moi, vous les avez imaginés faire leur sauce à la mano, comme il dit, dans leur appart d'étudiants. N'hésitez pas à partager ces récits d'entrepreneurs. Faites-moi vos commentaires sur Instagram en m'écrivant sur notre compte @chef au pluriel _podcast au singulier, chef_podcast. Et puis notez-le d'ailleurs ce podcast sur votre plateforme si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est ainsi que vous pouvez m'aider à continuer ma quête, celle qui me tient tant à cœur, éclairer pour vous le monde de la restauration, de la gastronomie et surtout celles et ceux qui rendent tout ça si vibrant, si vivant. À très vite pour un nouvel épisode. Vous le savez, chef, c'est lundi, mercredi, vendredi, toujours une manière différente de parler de notre passion commune. Le lundi, on parle avec les chefs, le mercredi, on passe en mode actu, et le vendredi, comme ici, on parle entrepreneuriat. Alors en attendant le prochain numéro, profitez, prenez soin de vous, cuisinez, faites le marché, et parlez à vos proches de votre podcast préféré. Salut!